Pendant 3 longues années, une règle glaçante a hanté les froids couloirs de pierre du château de Blackmore. Ne jamais, au grand jamais, s'approcher de la fille du roi Alpha. Les serviteurs chuchotaient que la petite fille était maudite. Quelle était la raison de la mort de la reine? Et la raison pour laquelle le cœur du redoutable roi s'était changé en glace. Franchir son couloir interdit, c'était s'exposer à la colère d'un monstre. Mais quand une nouvelle et fragile servante entendit un sanglot étouffé venant des ombres, elle ne s'est pas enfuie. Au lieu de ça, elle a fait la seule chose qui pouvait tout lui coûter. Elle a tendu la main. La première chose que Claire remarqua au château de Blackmore, c'est que ça sentait la pierre et la vieille fumée, et que personne ne la regardait dans les yeux. Elle se tenait dans la grande salle, son sac sur une épaule, tordant l'ourlet de son nouveau tablier de laine entre ses doigts. Le tablier était raide et gris, fourni par l'intendante du château, et il sentait légèrement la lessive. Derrière elle, les lourdes portes en chêne s'étaient déjà refermées. Elle l'enfermait dans un monde qui semblait 2 fois plus vieux et 3 fois plus froid que le village de Storewood. Une femme corpulente aux cheveux gris acier et au visage semblable à un vieux registre s'approcha d'elle, les mains sur les hanches. « Alors, c'est vous la fille de Thornwood ?» dit la femme. Ce n'était pas une question. « Oui, madame. Claire de Thornwood. »« Mabel, » dit la femme sèchement. « Intendante du château, vous me rendrez des comptes, et à moi seul, jusqu'à ce que je décide que vous valez la peine de répondre à quelqu'un d'autre. » Elle a toisé Claire de la tête aux pieds, comme un fermier inspecte une nouvelle poule. « Vous êtes maigre. Savez-vous porter du bois de chauffage? »« Oui, madame. »« Savez-vous frotter un sol jusqu'à y voir votre propre reflet? »« Oui, madame. »« Savez-vous tenir votre langue sur ce que vous voyez dans ce château? » Claire hésita une fraction de seconde. « Je peux essayer, madame. » La bouche de Mabel a esquissé presque un sourire. Presque, pas bien. Un moineau bavard ne survit pas à l'hiver dans ce château. Elle se tourna et marcha, s'attendant à ce que Claire la suive. Claire se dépêcha de la suivre, ses bottes résonnant trop fort sur les dalles de pierre. Le château était un labyrinthe d'escaliers en colimaçon et de couloirs étroits, chacun plus froid que le précédent. Mabel lui montra la cuisine, la grande salle, la chapelle, les quartiers des serviteurs. Sa voix était vive, pratique, et totalement dépourvue de chaleur. La tête de Claire tournait. Elle essayait de mémoriser les virages, les points de repère, la façon dont la lumière tombait à travers certaines fenêtres. Mais tout se superposait et se fondait en un mélange de pierre et d'ombre. Et ce couloir, dit Mabel, s'arrêtant à l'entrée d'un passage étroit, est interdit. C'est l'aile du jardin de l'ancienne reine. Personne n'y va. Ni vous, ni moi, ni personne. Compris? Claire hocha la tête, bien qu'elle ne puisse voir que l'obscurité au-delà de l'arche. Bien. Mabel se tourna et la conduisit en haut d'une dernière volée d'escalier jusqu'à une petite porte au bout d'un couloir venteux. Votre chambre. Elle est petite, mais c'est la vôtre. Le souper est à 6 heures dans la cuisine. Ne soyez pas en retard. Et puis elle disparut, laissant Claire seule avec son sac et le bruit du vent qui faisait vibrer les volets. La chambre était à peine plus grande qu'un placard. Il y avait un lit étroit, un tabouret en bois et une minuscule fenêtre qui donnait sur la cour. Claire posa son sac et s'assit sur le bord du lit, qui grinça sous son poids. Elle a sorti la seule chose importante qu'elle avait apportée de chez elle, une pierre de rivière blanche et lisse, ronde et fraîche dans sa paume, adoucie par des années à la tenir. La pierre de sa mère, la seule chose qui lui restait d'elle. Claire ferma les yeux et pressa la pierre contre sa poitrine, comme elle le faisait chaque nuit depuis 6 ans. « Je suis là maintenant, maman, » murmura-t-elle. « Je te rendrai fière. » Elle ne pleura pas. Elle avait appris il y a longtemps que pleurer ne ramenait pas les gens. Ça ne remplissait pas un estomac vide, et ça ne rendait pas le monde plus gentil. Mais c'était dur, assise dans cette petite chambre froide, sachant que la personne la plus proche qui l'aimait se trouvait à 6 miles de là, sous terre. Une cloche sonna quelque part en bas. 6 heures. Le souper. Claire remit la pierre dans sa poche, lissa son tablier et descendit à la cuisine. La cuisinière, une femme aux larges épaules avec de la farine jusqu'au coude, lui servit un bol de soupe d'orge claire. Elle fit glisser un morceau de pain noir vers elle. « Mangez vite, dit-elle. Il y a un feu à préparer dans l'aile est après. » La soupe était tiède et à peine salée, mais Claire la mangea comme si c'était le meilleur repas du monde.
Elle n'avait pas mangé depuis l'aube, et son estomac gargouillait depuis la 3e heure de sa marche vers le château. Elle finit le pain, s'essuya la bouche avec sa manche et demanda « Où est Lélès ?» La cuisinière pointa avec sa louche. « Montez le grand escalier, tournez à gauche, suivez le courant d'air, vous la reconnaîtrez au froid. » Claire trouva l'aile assez facilement. C'était un long couloir bordé de portes, toutes fermées, toutes silencieuses. Le froid ici était plus vif, mordant à travers son fin tablier. Elle trouva la cheminée au bout du couloir, un grand foyer en pierre rempli de cendres et de bûches à moitié brûlées. Elle s'agenouilla pour préparer le feu. Elle était si concentrée sur son travail, arrangeant le petit bois, frappant le silex, faisant naître une petite flamme, qu'elle n'entendit pas la porte s'ouvrir derrière elle. Elle n'entendit pas les pas légers. Elle n'entendit qu'un instant trop tard le claquement sec de quelque chose heurtant le sol en pierre près de son genou. Elle sursauta et se tourna. Une enfant se tenait sur le seuil de la dernière chambre du couloir. Elle était petite, pas plus de 7 ans, avec des cheveux clairs qui tombaient en rideaux emmêlés autour d'un visage fin et anguleux. Elle portait une robe grise trop grande pour elle, et elle était pieds nus, ses orteils se crispant sur les pierres froides. Dans une main, elle serrait une marionnette de lapin abîmée avec une oreille déchirée. Mais ce sont ses yeux qui ont glacé le cœur de Claire. Ils étaient d'un bleu profond, le même bleu profond que le ciel d'automne avant un orage. Et ils étaient remplis de quelque chose que Claire n'avait jamais vu sur le visage d'un enfant auparavant. Pas de la peur, pas de la colère. Quelque chose de plus ancien, de plus lourd, comme un chagrin qui avait été contenu trop fort, pendant trop longtemps. La fillette ne parla pas. Elle ne bougea pas. Elle se tenait juste là, fixant Claire avec ses terribles yeux anciens. La bouche de Claire s'assécha. Elle força un sourire, le même qu'elle utilisait pour les chevaux craintifs et les chiens effrayés. « Bonjour, dit-elle doucement. Je suis Claire. Je suis nouvelle ici. Je ne voulais pas vous effrayer. » La fillette ne répondit pas. Claire baissa les yeux sur la pierre qui avait atterri près de son genou. Un petit caillou lisse, le genre qu'un enfant pourrait ramasser dans une cour. Elle regarda de nouveau la fillette. « C'est toi qui as jeté ça ?» Le menton de la fillette se leva d'une fraction de pouce. Ce n'était pas un signe de tête. Pas exactement, mais c'était une reconnaissance. « Pourquoi ?» demanda Claire doucement. « Es-tu en colère contre moi ?» Les lèvres de la fillette se pressèrent l'une contre l'autre. Sa prise sur la marionnette de lapin se resserra. Et puis, sans un bruit, elle se tourna et se glissa de nouveau dans sa chambre, fermant la porte derrière elle avec un léger déclic. Claire resta assise là, sur le sol de pierre froide, le feu crépitant à côté d'elle, et fixa la porte fermée. Une ombre bougea à l'autre bout du couloir. Claire leva les yeux. Un homme se tenait là, grand et large d'épaules, enveloppé dans une cape sombre avec un col de fourrure. La lumière du nouveau feu éclaira son visage, aux os solides, burinés, avec une profonde cicatrice traversant son sourcil gauche. Ses cheveux étaient gris foncé, commençant à argenter sur les tempes. Ses yeux, même à cette distance, étaient du même bleu profond que ceux de la fillette. Il ne parla pas. Il ne bougea pas. Il se tenait simplement dans l'ombre, regardant la porte fermée avec une expression que Claire ne pouvait pas déchiffrer. Puis, sans un mot, il se tourna et s'éloigna, ses pas s'évanouissant dans l'obscurité. Claire resta assise là pendant un long moment, le cœur battant, le feu diminuant. Elle était au château depuis moins d'une journée, et elle avait déjà vu plus de chagrin qu'elle n'en avait vu en un an à Hornwood. Elle ne savait pas alors ce qu'elle apprendrait dans les semaines à venir. Elle ne savait pas que la fillette en robe grise était la fille du roi Alpha et qu'elle n'avait pas prononcé un seul mot en 3 ans. Elle ne savait pas que l'homme dans l'ombre était Edward de la maison Blackmore, le souverain redouté de cette froide terre du Nord, et qu'il avait peur de sa propre enfant. Mais elle savait une chose au plus profond de ses os, avec une certitude qui lui faisait mal à la poitrine. Cette fillette n'était pas en colère. Cette fillette était seule. Et Claire, qui était seule depuis aussi longtemps qu'elle s'en souvenait, savait exactement ce que cela faisait. Elle finit de préparer le feu, le couvrit soigneusement et se leva. Ses genoux étaient raides d'être restés agenouillés sur la pierre froide. Elle épousseta les cendres de son tablier et commença à retourner vers l'escalier des serviteurs, mais elle s'arrêta à la porte de la chambre de la fillette. Elle resta là un instant, la main planant au-dessus du bois. Elle pouvait entendre faiblement à travers le chêne épais un son si doux qu'elle faillit le manquer.
Un sanglot étouffé, saccadé. La gorge de Claire se serra. Elle voulait frapper. Elle voulait pousser la porte et s'asseoir sur le bord du lit et dire « Tout va bien, je suis là ». Mais elle ne le fit pas. Elle était au château depuis moins d'une journée, et elle n'était qu'une servante de Thornwood. Et elle ne connaissait pas encore les règles de cet endroit. Alors elle pressa la paume de sa main à plat contre le bois, comme si elle pouvait y faire passer de la chaleur, et elle murmura « Tout va bien, je suis là ». Puis elle se tourna et s'éloigna, laissant la fillette seule dans le noir avec sa marionnette de lapin et ses larmes silencieuses. Le vent fit vibrer les volets. Quelque part en bas, un chien aboya. Le château s'installa dans son silence froid et ancien. Et dans la petite chambre au bout du couloir, une petite fille aux yeux bleus orage serrait un lapin abîmé contre sa poitrine et pleurait sans un bruit, comme elle pleurait chaque nuit depuis 3 ans. Aucune d'elles ne le savait encore, mais quelque chose avait commencé à changer. Cela ne se produirait pas rapidement. Mais ça avait commencé. Claire se réveilla avant l'aube, son souffle formant un nuage dans l'air froid du grenier des serviteurs. Pendant un instant, elle ne sut pas où elle était. Puis elle entendit le cliquetis lointain des marmites de la cuisine en bas, et elle se souvint. Le château de Blackmore, sa nouvelle vie. Elle passa la main sous son oreiller et referma ses doigts sur la pierre blanche et lisse, la tenant jusqu'à ce que son poids familier apaise son cœur. Elle s'habilla rapidement, épinglant sa natte châtain à plat contre sa tête, et descendit les escaliers de pierre en colimaçon jusqu'à la grande cuisine. Le feu rugissait déjà, et une douzaine de serviteurs se déplaçaient dans la vapeur avec une efficacité bien rodée. Mabel se tenait à la longue table en chêne, aboyant des ordres et pointant une cuillère en bois, comme un général dirigeant une bataille. « Vous voilà, jeune fille. Bien dormi » Mabel n'attendit pas de réponse. « Vous serez de nouveau dans l'aile est. Le bois est empilé près de la porte. Et attention, ne faites pas tomber de cendres sur les joncs. Le maître déteste un sol malpropre. » Claire hocha la tête et prit le lourd seau en fer. Mais avant qu'elle ne puisse partir, Mabel lui attrapa le poignet. La poigne de la vieille femme était étonnamment forte. « Une dernière chose. La chambre de la petite est au bout de ce couloir. Vous passerez devant 2 fois par jour, peut-être plus. Vous entendrez des choses. Vous verrez des choses. » Les yeux de Mabel, vifs comme la glace d'hiver, retinrent ceux de Claire pendant un long moment. « Laissez-les être. Vous m'entendez? Cet enfant n'est pas votre affaire. » Claire ouvrit la bouche pour demander pourquoi, mais Mabel s'était déjà détournée, criant après un garçon qui avait fait tomber un panier d'oignons. L'aile était calme, comme la veille au soir. Claire se quitta de son travail, empilant le bois, préparant le petit bois, frappant le silex jusqu'à ce que les feux prennent. Elle travaillait avec soin, méthodiquement, mais son esprit dérivait sans cesse vers la petite porte au bout du couloir, celle avec le loquet en fer et la peinture délavée. Vers midi, elle vit la fillette. Ce ne fut qu'un mouvement fugace, à travers une ouverture dans les rideaux de la fenêtre du salon. Une petite silhouette en robe de laine grise, traversant la cour intérieure, la tête baissée. Elle se dirigeait vers le vieux verger, où les pommiers se dressaient, nus et squelettiques, sur le ciel gris. Claire la regarda partir, remarquant comment les quelques serviteurs qui croisaient son chemin s'écartaient largement, comme si elle était porteuse d'une maladie invisible. Un vieux jardinier qui ratissait les feuilles près du mur cracha par terre quand la fillette passa. « La voilà qui passe », marmonna-t-il pour personne en particulier. « La petite corneille. Retenez bien mes mots. Elle nous apportera à tous la maladie de l'hiver. » Claire sentit quelque chose de chaud monter dans sa poitrine. Elle ne connaissait pas la fillette. Elle ne savait pas pourquoi la fillette lui avait jeté une pierre. Mais elle savait ce que cela faisait d'être regardée de cette façon, de faire l'objet de chuchotements, d'être traitée comme quelque chose à éviter. Elle avait 11 ans quand sa mère est morte, et les enfants du village avaient complètement cessé de lui parler, comme si le chagrin était une chose qui pouvait s'attraper. Elle se détourna de la fenêtre et retourna à son travail, mais l'image de la petite silhouette grise resta avec elle. Ce soir-là, après que les marmites du souper furent récurées et les feux de la cuisine couverts, Claire se retrouva de nouveau dans l'aile est. Elle n'avait plus de feu à préparer, plus de sol à balayer. Mais elle avait remarqué quelque chose ce matin-là. Quand elle était passée devant la petite chambre au bout du couloir, la porte avait été légèrement entr'ouverte, juste une fente pas plus large que son pouce.
Et dans cette fente, elle avait aperçu un petit visage, aux yeux bleu orage, qui la regardait. Au moment où leurs regards se sont croisés, la porte s'est refermée avec un léger déclic. Maintenant, elle se tenait de nouveau dans le couloir, un petit pot en argile dans ses mains. Il était rempli de bouillon chaud provenant de la marmite du souper, et elle avait enveloppé un morceau de son pain au miel et à l'avoine dans un linge propre. Elle hésita, se sentant stupide. La fillette lui avait jeté une pierre. La fillette avait très clairement fait savoir qu'elle ne voulait personne près d'elle. Mais Claire se souvenait du bruit des pleurs à travers cette porte. Elle se souvenait de la façon dont les petites épaules avaient tremblé à la lumière de la lampe. Elle posa le pot et le pain sur le sol, juste devant la porte, là où la fillette ne pourrait pas les manquer. Elle ne frappa pas, elle ne parla pas. Elle se tourna simplement et redescendit le couloir, le cœur battant dans sa poitrine, s'attendant à moitié à entendre la porte s'ouvrir et le pot être jeté derrière elle. Elle n'entendit rien. Le lendemain matin, le pot avait disparu. Le linge avait disparu. À leur place, sur le sol de pierre froide, se trouvait un unique caillou bleu et lisse, pas plus gros que la dernière phalange de son pouce. Claire le ramassa et le tint dans sa paume. Il était froid, mais il ressemblait à un cadeau. Elle le glissa dans la poche de son tablier et alla à son travail. Et elle ne le dit à personne, pas même à Mabel. C'était une petite chose, une toute petite chose, un caillou sur un rebord de fenêtre dans un vaste château froid. Mais c'était quelque chose. C'était une porte laissée entr'ouverte, et Claire avait l'intention de la franchir, aussi lentement soit-il. Ce soir-là, elle retourna dans l'aile est avec un autre pot de bouillon et un autre morceau de pain. Elle ne frappa pas. Elle les posa simplement et partit. Et quand elle revint le lendemain matin, le pot était vide et une petite plume grise se trouvait à sa place. Elle sourit et quelque chose de chaud s'alluma dans sa poitrine, qui n'avait rien à voir avec le feu qu'elle avait allumé. Le troisième soir, la porte s'est ouverte alors qu'elle était encore là. Claire se figia, le pot vide dans ses mains. La fillette se tenait sur le seuil. Le lapin abîmé était serré sous un bras, ses yeux bleu orage fixés sur Claire avec une intensité qui lui coupa le souffle. C'était une petite chose, mince et pâle, avec des cheveux couleur de miel foncé qui tombaient en mèches emmêlés sur ses épaules. Sa robe était propre mais usée, et ses pieds nus étaient rouges à cause du sol de pierre froide. Pendant un long moment, aucune d'elles ne bougea. Puis la fillette plongea la main dans la poche de sa robe et en sortit quelque chose de petit et de brun. Elle le tendit, son bras tremblant, ses yeux ne quittant jamais le visage de Claire. C'était une pomme séchée, ridée et odorante, de la récolte d'automne. Claire s'agenouilla lentement pour que ses yeux soient au niveau de ceux de la fillette. Elle tendit la main, paume vers le haut, et la fillette y plaça la pomme avec la solennité d'une reine offrant une couronne. « Merci », dit Claire doucement. « Je la garderai pour un jour spécial. » Les lèvres de la fillette s'entr'ouvrirent légèrement. Pendant un instant, Claire pensa qu'elle allait parler. Mais la fillette baissa les yeux sur son lapin. Sa bouche se referma, et elle recula dans la chambre et ferma la porte. Ce n'était pas grand-chose. C'était à peine quelque chose, mais quand Claire redescendit le couloir cette nuit-là, elle avait l'impression de porter une lampe dans un hall sombre. Mabel l'attendait en bas des escaliers, les bras croisés, la bouche formant une ligne mince. « Vous avez nourri la petite, dit-elle. Ce n'était pas une question. » Claire ne mentit pas. Oui, Mabel laissa échapper un long soupir par le nez. Elle avait l'air fatiguée, plus vieille qu'elle ne l'avait semblé ce matin-là. « Je vous ai dit de la laisser tranquille. Elle avait faim, dit Claire simplement. Ce n'est pas ma place, mais l'enfant a faim. C'est une bonne chose, jeune fille. Ce n'est pas la question. » Mabel s'approcha, baissant la voix. Le maître a fait connaître ses volontés. L'enfant doit être laissé à sa nourrice. Personne ne doit interférer. Comprenez-vous ce que cela signifie? Claire pensa à la plume grise, au caillou bleu, à la pomme séchée pressée dans sa paume. Elle pensa à la façon dont la main de la fillette avait tremblé. « Je comprends, » dit-elle. Mabel l'étudia pendant un long moment. Puis, à la surprise de Claire, l'expression de la vieille femme s'adoucit d'une fraction. « Écoutez-moi, car je ne le dirai pas deux fois, » dit Mabel, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Cet enfant n'a pas dit un mot depuis la mort de sa mère. 3 ans, pas un seul mot. La nourrice, Greta, elle a abandonné.
Elle nourrit la fillette, l'habille, mais il n'y a pas d'amour là-dedans. Et le maître, Mabel secoua la tête. Le maître ne peut même pas la regarder. Il s'en veut, pourtant. Il ne le dira jamais. Il pense que la fillette lui en veut aussi. La gorge de Claire se serra. Est-ce le cas? Les yeux de Mabel étaient vieux et sages. Je ne pense pas que la fillette en veuille à qui que ce soit. Je pense qu'elle attend juste que quelqu'un reste. Quelqu'un qui reste. Les mots résonnèrent dans la poitrine de Claire alors qu'elle montait les escaliers vers le grenier. Elle s'allongea sur sa paillasse et remonta la fine couverture jusqu'à son menton. Elle prit la pierre blanche de sous son oreiller et la tint contre son cœur, et elle pensa à sa mère. Elle pensa à l'année qu'elle avait passée à attendre que quelqu'un reste. Personne n'était resté. Pas vraiment. Et elle avait appris à ses dépens ce que ce silence faisait à une personne. Elle ferma les yeux et fit une promesse silencieuse à l'obscurité. Elle ne serait pas celle qui partirait. Le vent hurla autour des murs du château cette nuit-là, et la neige commença à tomber. La première vraie neige de la saison, recouvrant la cour d'un silence blanc et doux. Et dans la petite chambre au bout de l'aile est, une petite fille était assise près de sa fenêtre, regardant la neige tomber, un lapin abîmé dans ses bras. Et pour la première fois en 3 ans, elle avait le ventre plein et un cœur qui ne se sentait pas tout à fait aussi seul. Le matin après la première neige, Claire se réveilla dans un monde devenu silencieux et blanc. La cour était recouverte d'une épaisse et douce couche de neige, et les murs du château semblaient retenir leur souffle contre le froid. Elle s'habilla rapidement, son souffle formant de la buée dans l'air glacial, et se dépêcha de descendre aux cuisines pour prendre le pain du jour et un petit pot de miel. Mabel était déjà là, remuant une marmite près du feu, son large dos tourné vers la porte. Elle ne se retourna pas quand Claire entra, mais elle parla comme si elle avait toujours su qui arrivait. « Vous êtes sorti tard hier soir, » dit Mabel. « J'ai entendu les escaliers grincer. » Les joues de Claire rougirent. Elle avait été si prudente, mais la vieille intendante ne manquait rien. « Je n'arrivais pas à dormir, » dit-elle, ce qui n'était pas tout à fait un mensonge. Mabel se tourna alors, et son visage buriné était illisible. Elle étudia Claire pendant un long moment, puis elle soupira. Le genre de soupir qui portait le poids de trop d'hiver. « Écoutez-moi, jeune fille, » dit-elle, sa voix plus basse maintenant. « Je vous ai dit de rester à l'écart de l'enfant, et je le pensais. Mais je vous ai aussi dit que personne n'a essayé en 3 ans, et je le pensais aussi. » Elle fit une pause, et quelque chose s'adoucit dans ses yeux. « Si vous comptez continuer à laisser des choses à cette porte, faites-le au moins quand le couloir est vide. Les mauvaises oreilles entendent tout dans ce château. » Claire hocha la tête, la gorge serrée. Elle voulait la remercier, mais les mots semblaient trop grands, trop maladroits. Alors elle dit simplement « Je le ferai ». Et elle prit le pain et le miel et partit avant que Mabel ne puisse changer d'avis. L'aile était calme ce matin-là, silencieuse et froide. Les serviteurs étaient déjà passés et les torches s'étaient consumées en braises fumantes. Claire marcha lentement devant les portes, écoutant le silence. Et quand elle atteignit la dernière porte au bout du couloir, elle s'arrêta. Elle n'avait pas prévu de s'arrêter. Elle avait prévu de passer tout droit, de vaquer à ses occupations, d'être raisonnable. Mais ses pieds ne voulaient pas l'emmener plus loin. Elle s'agenouilla, posant le pain et le miel sur le sol de pierre froide, et elle était sur le point de se détourner quand elle remarqua quelque chose de petit et de sombre dans l'ombre du cadre de la porte. Un ruban. Un morceau de velours bleu foncé, effiloché sur les bords, pas plus long que son doigt. Il n'était pas là la veille. Claire le ramassa et le retourna dans ses mains. Il était doux, usé par des années à être touché, et elle sut, sans savoir comment, qu'il avait appartenu à quelqu'un que Lily avait aimé. Elle le glissa dans sa poche, le cœur serré d'une tendresse qu'elle ne pouvait nommer. Elle travailla le reste de la matinée dans un état second, balayant les sols et transportant du bois de chauffage. Mais le ruban pesait sur son cœur, et la pensée de la petite fille dans cette chambre froide ne la quittait pas. Elle n'avait vu Lily que 3 fois, et à chaque fois, la fillette était seule, toujours seule avec seulement un lapin abîmé pour compagnie. Et ce lapin, quelque chose à propos de ce lapin, l'avait dérangée toute la nuit. Elle se retrouva en début d'après-midi, devant la porte des quartiers des enfants. La chambre était vide depuis des années, depuis la mort de la reine, mais quelqu'un la gardait en ordre, et la porte n'était jamais verrouillée. Claire se glissa à l'intérieur, le cœur battant, et ferma doucement la porte derrière elle. La chambre était petite et sombre.
avec un lit étroit contre un mur et un lourd coffre en chêne à son pied. Les rideaux étaient tirés et l'air sentait la poussière et le vieux bois. Claire traversa la pièce jusqu'à la fenêtre et tira le rideau, juste assez pour laisser entrer une fine tranche de lumière grise. Et puis elle se tourna, et il était là. Monsieur Moustache était posé sur l'oreiller, comme si quelqu'un l'avait placé là avec soin. C'était une pauvre chose, délavée et bosselée, avec des yeux en bouton qui n'étaient pas assortis et une fourrure usée par endroits. Et son oreille droite pendait à un angle triste et tordu, tenu seulement par quelques fils effilochés. Claire le prit doucement, comme elle aurait pris un oiseau endormi. Les coutures étaient vieilles et maladroites, faites par une main pressée ou une main qui tremblait. Elle retourna le lapin, et son souffle se coupa. Là, sous l'oreille déchirée, se trouvait une petite broderie soignée. Un cœur minuscule brodé en fil rouge délavé, si petit qu'il était presque caché. C'était le genre de chose qu'une mère pourrait coudre sur le jouet d'un enfant, une marque secrète d'amour que personne d'autre ne verrait jamais. Claire s'assit sur le bord du lit, le lapin dans ses mains, et elle sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Elle avait perdu sa propre mère quand elle était jeune, et elle savait ce que c'était de s'accrocher à une chose qui sentait comme elle, qui ressemblait à elle. C'était tout ce qui restait. Elle savait ce que c'était d'avoir peur que si la chose se cassait, le dernier morceau de sa mère disparaîtrait. Elle plongea la main dans sa poche et sortit le ruban bleu. Ce n'était pas grand-chose, mais il était doux, et il était propre, et il était de la bonne couleur. Elle aurait besoin d'une aiguille et de fil, et elle devrait être prudente, si prudente, pour ne pas déranger le petit cœur rouge. Elle trouva ce dont elle avait besoin dans l'atelier des serviteurs, une petite boîte en bois. Elle contenait les aiguilles et le fil que Mabel gardait pour raccommoder le linge du château. Elle prit une bobine de fil sombre et une aiguille, et elle s'assit près de la fenêtre dans la lumière déclinante de l'après-midi, et elle commença à coudre. Cela lui prit plus de temps que prévu. L'oreille devait être alignée juste comme il faut, et les points devaient être petits et réguliers. Et elle s'arrêtait sans cesse pour vérifier qu'elle ne couvrait pas le minuscule cœur rouge. Elle travaillait lentement, avec soin, comme elle avait vu sa mère travailler quand elle était enfant. Et elle pensait à la femme qui avait cousu ce cœur, et à la petite fille qui avait tenu ce lapin pendant 3 longs hivers, seule. Quand elle eut fini, elle leva Monsieur Moustache à la lumière. L'oreille était droite maintenant, fermement maintenue par des points sombres et nets. Le petit cœur rouge était toujours visible juste en dessous de la couture, et le ruban bleu avait été intégré dans le pli de l'oreille, de sorte qu'il ressemblait à une petite tache de couleur douce sur la fourrure grise délavée. Elle lissa la fourrure du lapin avec son pouce, puis elle le ramena dans les quartiers des enfants et le posa doucement sur l'oreiller, exactement là où elle l'avait trouvé. Elle resta là un instant, regardant le petit lapin appuyé contre l'oreiller, et elle dit à voix haute, à personne, « Voilà, maintenant, il ne tombera pas en morceaux. » Elle se tourna pour partir, et la porte était ouverte. Pas grande ouverte, mais ouverte. Une fente. Un filet de lumière faible du couloir tombant sur le sol, et dans ce filet de lumière, juste sur le seuil, se trouvait un petit soulier usé. Le cœur de Claire s'arrêta. Elle leva les yeux, et là, pressée contre le cadre de la porte, à moitié cachée dans l'ombre du couloir, se trouvait Lily. La fillette portait une fine robe grise, trop légère pour le froid, et ses cheveux sombres étaient emmêlés autour de son visage. Elle fixait l'oreiller, l'endroit où Monsieur Moustache était posé, et ses petites mains étaient serrées sur ses flancs. Claire ne bougea pas. Elle ne parla pas. Elle resta juste là, retenant son souffle, et attendit. Les yeux de Lily passèrent de l'oreiller au visage de Claire. Et pendant un long et terrible moment, aucune d'elles ne bougea. Puis Lily fit un pas dans la pièce, juste un pas, et elle regarda Claire. Ses yeux étaient humides, et ses lèvres s'entr'ouvrirent. Et Claire pensa, pendant un battement de cœur fou et désespéré, qu'elle allait parler. Mais elle ne le fit pas. Elle regarda simplement Claire, puis elle regarda Monsieur Moustache. Et puis elle se tourna et courut, ses pieds nus silencieux sur le sol de pierre froide, disparaissant dans le couloir comme un fantôme. Claire resta là pendant un long moment, le cœur battant, les mains tremblantes. La porte était toujours ouverte. Elle était toujours ouverte. Elle sortit dans le couloir, et la neige tombait de nouveau, douce et silencieuse, dérivant devant les fenêtres. Elle marcha jusqu'au bout du couloir, jusqu'à la fenêtre qui donnait sur la cour.
et elle vit, dans la faible lumière grise, une petite silhouette debout, seule dans la neige. Lily se tenait au milieu de la cour, les bras enroulés autour d'elle, le visage tourné vers le ciel. La neige tombait sur ses cheveux, sur ses épaules, et elle ne semblait pas la sentir. Elle se tenait juste là, petite et immobile, comme un petit oiseau qui aurait été laissé derrière. Claire la regarda pendant un long moment, puis elle se tourna et retourna à l'atelier des serviteurs. Elle trouva un châle de rechange, et elle le descendit dans la cour, marchant lentement pour ne pas l'effrayer. Elle ne dit rien quand elle l'atteignit. Elle a simplement drapé le châle sur les fines épaules de Lily. Et puis elle s'agenouilla dans la neige à côté d'elle, et elle leva les yeux vers le ciel, elle aussi. La neige tombait autour d'elle, douce et silencieuse, et aucune d'elles ne bougea. Après un long moment, la main de Lily se glissa dessous le châle, et ses petits doigts froids effleurèrent la main de Claire. Juste un contact, juste un souffle de contact. Et puis sa main disparut, rentrée sous le châle, et elle regardait toujours le ciel. Mais elle ne s'enfuit pas. Et quand Claire se leva finalement pour rentrer, les genoux endoloris par le froid, elle regarda par-dessus son épaule, et vit que Lily s'était tournée pour la regarder partir. La fillette tenait le châle serré autour d'elle, et son visage était illisible. Mais elle regardait Claire, la regardait vraiment. Claire sourit, juste un peu, puis elle se tourna et rentra dans le château. Cette nuit-là, elle laissa un autre bol de soupe devant la porte de Lily et un petit morceau de pain au miel enveloppé dans un linge propre. Elle n'attendit pas de voir s'il serait pris. Elle alla directement à son grenier, s'allongea sur sa paillasse et tint sa pierre blanche contre son cœur. Elle pensa au petit cœur rouge cousu dans l'oreille du lapin, à la petite main froide qui avait touché la sienne dans la neige, et à la porte qui avait été laissée ouverte. Elle ferma les yeux, et elle se permit de croire, juste un instant, que peut-être cette fois, quelqu'un resterait. Dans la petite chambre au bout de l'aile est, Lily était assise sur son lit. Monsieur Moustache était serré contre sa poitrine. Elle n'avait pas enlevé le châle. Elle passait son pouce encore et encore sur les points sombres et nets qui maintenaient l'oreille de son lapin en place. Et le matin, quand Claire alla chercher le bol vide, elle trouva une petite pierre blanche posée sur le seuil. Pas une bleue, une blanche, ronde et lisse comme celle qu'elle gardait sous son propre oreiller. Lily lui avait donné quelque chose à elle. La neige est revenue cette nuit-là, plus épaisse qu'avant, et le matin, toute la cour était recouverte d'une douce couverture blanche. Claire se tenait à la fenêtre de la cuisine avec un bol de porridge dans les mains, regardant les flocons dériver devant les murs de pierre grise. Et elle pensait à la petite main froide qui avait touché la sienne la veille. Elle n'avait pas bien dormi. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait Lily debout dans la neige sans châle, ses fines épaules tremblantes, ses yeux sombres regardant le monde comme si c'était quelque chose à craindre. Et chaque fois qu'elle se réveillait, elle passait la main sous son oreiller et touchait la pierre blanche que la fillette lui avait laissée. Elle était là maintenant, ronde, lisse et froide, à côté de celle que sa mère lui avait donnée il y a longtemps. 2 pierres blanches, 2 petits poids de confiance. Mabel arriva derrière elle et regarda par-dessus son épaule la neige. « Vous allez attraper la mort à regarder par cette fenêtre, » dit la vieille femme. « Le porridge ne va pas se remuer tout seul. » Claire se tourna et essaya de sourire. « Est-ce que je peux prendre un peu de temps dans la cour ce matin ?» Les sourcils de Mabel se haussèrent. « La cour? Par ce froid? Pourquoi faire? Je pensais juste que je pourrais peut-être dégager un chemin près de l'aile est. La neige s'est accumulée là-bas. Ce n'était pas entièrement un mensonge. Le chemin près de l'aile est avait besoin d'être dégagé. » Mace Claire avait vu à travers le givre sur la fenêtre que la petite silhouette en robe grise était déjà descendue dans la cour avant que quiconque ne soit réveillé. Lily s'était tenue au bord de la neige, les mains enroulées autour d'elle, et elle avait regardé l'étendue blanche comme si elle voulait y entrer, mais ne savait pas comment. Mabel l'étudia pendant un long moment, puis elle soupira et fit un geste de la main. « Prenez le balai, alors. Mais attention, cette fillette est là-bas depuis l'aube. N'allez pas la déranger. » Claire hocha la tête, prit le balai et sortit dans le froid. La neige lui arrivait au-dessus des chevilles et l'air lui mordait les joues jusqu'à ce qu'elle pique. Elle traversa la cour en direction de l'aile est, balayant au fur et à mesure, laissant un chemin sombre derrière elle dans le blanc. Et là, au bord de la cour, se tenait Lily. La fillette n'avait pas bougé. Elle se tenait parfaitement immobile, les bras enroulés autour de son corps mince,
et elle regardait la neige tomber avec une expression que Claire ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. Pas de la tristesse, exactement. Quelque chose de plus ancien que la tristesse. Quelque chose qui avait appris il y a longtemps à ne rien attendre de bon. Claire n'appela pas. Elle ne fit pas de signe. Elle continua simplement à balayer lentement, décrivant un large arc autour de la fillette, laissant un chemin propre dans la neige. Et quand elle fut assez proche pour parler sans élever la voix, elle s'arrêta. « C'est de la bonne neige pour construire », dit-elle comme si elle se parlait à elle-même. « Ma mère disait que la meilleure neige est celle qui tombe le matin, avant que le soleil n'ait le temps de la faire fondre. » Elle s'agglomère juste comme il faut. Lily ne se tourna pas, mais Claire vit les épaules de la fillette bouger juste un peu. Claire posa le balai, s'accroupit et ramassa une poignée de neige. Elle la tassa entre ses paumes jusqu'à former une boule grossière et déséquilibrée. Elle la posa par terre et commença à la faire rouler. La neige s'agglutina, devenant de plus en plus grosse, jusqu'à ce qu'elle ait une base grasse et maladroite pour le corps d'un bonhomme de neige. Elle ne regarda pas Lily. Elle garda les yeux sur son travail et parla d'une voix basse et facile, comme elle parlerait à un chat nerveux. Ma mère disait que les bons hommes de neige sont la seule compagnie qui ne répond jamais. Elle disait que c'était la meilleure partie. Elle disait qu'on pouvait tout dire à un bonhomme de neige, et qu'il resterait là à écouter, et qu'il ne le dirait jamais à personne. Elle fit une autre boule, plus petite, et la posa sur la première. Elle trouva 2 petites pierres pour les yeux, les enfonça dans la neige et recula pour admirer son travail. « Pas mal, dit-elle. Il lui faut un nez cependant, et des bras, et peut-être une écharpe s'il veut être convenable. » Elle jeta enfin un coup d'œil à Lily. La fillette n'avait pas bougé de sa place, mais ses yeux étaient fixés sur le bonhomme de neige, et il y avait quelque chose en eux qui n'était pas là avant. Une lueur, une petite chose brillante. Claire sourit et tendit la main. « Tu peux aider si tu veux, » dit-elle. « Il lui faut un nez. » « Je pense qu'il pourrait y avoir un bon bâton près du mur. » Lily regarda sa main. Elle regarda le bonhomme de neige, puis, lentement, elle fit un pas en avant, puis un autre, jusqu'à ce qu'elle se tienne juste à côté de Claire, assez près pour que Claire puisse sentir le froid irradier de son petit corps. Claire ne la toucha pas. Elle se tourna simplement et marcha vers le mur, et elle entendit le léger craquement de petits pas la suivant. Ils trouvèrent un bon bâton pour le nez, un plus court pour un sourire, et 2 autres pour les bras. Lily les ramena elle-même au bonhomme de neige. Ses bras étaient pleins, ses joues rougies par le froid, et quand Claire recula pour la laisser placer le nez, la fillette hésita, puis elle enfonça le bâton dans le visage du bonhomme de neige avec un petit mouvement prudent et délibéré. Claire frappa dans ses mains. « Parfait, » dit-elle. On dirait qu'il sourit. Lily regarda le bonhomme de neige et ses lèvres bougèrent. Juste une lueur, juste une minuscule courbe au coin de sa bouche. Et puis elle disparut, et elle baissa les yeux sur ses bottes, comme si elle avait été surprise à faire quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. Claire ne dit rien à ce sujet. Elle s'accroupit simplement et commença à tasser la neige autour de la base du bonhomme de neige, la compactant fermement. « Il lui faut un nom, » dit-elle. « Tout bonhomme de neige convenable a besoin d'un nom. Qu'en penses-tu? Quelque chose de grandiose? Quelque chose comme Sir Flocon ou Lord Jeeves. » Elle l'entendit avant de la voir. Une voix aiguë et perçante, coupant le froid comme une lame. « Fillette !» Claire se redressa et se tourna. Une femme se tenait au bord de la cour, enveloppée dans une lourde cape grise, le visage pincé et aigre. Elle avait l'air de quelqu'un qui avait été au service pendant longtemps et qui avait laissé cela la durcir en quelque chose de pointu et de cassant. « Fillette, que crois-tu faire ?» demanda la femme en s'avançant vers elle. « As-tu perdu la tête? C'est la fille du roi. Vous ne la touchez pas. Vous ne lui parlez pas. »« Vous, no ?» Claire recula, les mains encore mouillées et froides. « Je n'étais pas... Nous étions juste... Ne me mentez pas. » Les yeux de la femme se posèrent sur Lily, et quelque chose en eux s'adoucit un instant avant de se durcir à nouveau. « Elle ne doit pas être dérangée. Me comprenez-vous? Le roi a donné des ordres. Elle doit être laissée seule. » Lily était devenue très immobile. Le bonhomme de neige se tenait entre elles, déséquilibré et silencieux, et la fillette fixait le sol, les épaules voûtées, comme si elle essayait de se faire assez petite pour disparaître. Le cœur de Claire se serra. Elle voulait dire quelque chose, riposter, dire à cette femme que la fillette n'était pas une chose à enfermer. Mais elle se souvint des mots de Mabel,
et se mordit la langue. « Je suis désolée, dit-elle doucement. Je ne voulais pas outrepasser mes droits. » La femme renifla. « Veillez à ne pas recommencer. » Elle se tourna vers Lily, et sa voix s'adoucit un peu. « Viens, enfant, tu vas attraper la mort ici. » Lily ne bougea pas. Elle se tenait à côté du bonhomme de neige, et elle regarda la femme. Puis, elle regarda Claire. Et puis, très lentement, elle a tendu la main, et a touché le bras en bâton du bonhomme de neige, comme pour dire « C'est moi qui l'ai fait. »« C'est à moi. » Le visage de la femme se crispa. « Maintenant, dit-elle plus fermement, le roi ne voudra pas que tu sois ici. Rentre. » La main de Lily tomba. Elle suivit la femme, ses petits pieds laissant de profondes empreintes dans la neige, et elle ne regarda pas en arrière. Mais en atteignant la porte, elle s'arrêta un instant, et elle regarda par-dessus son épaule le bonhomme de neige. Et Claire l'a vu. Un petit sourire rapide. Le premier vrai sourire qu'elle avait vu sur le visage de cette fillette. Il disparut en un instant. Et puis Lily disparut aussi, avalée par la porte sombre de l'aile est. Claire resta seule dans la cour, la neige tombant autour d'elle, et elle regarda le bonhomme de neige avec son sourire tordu, ses bras en bâton et ses yeux en pierre de charbon. Il avait l'air idiot. Il avait l'air déséquilibré. Il ressemblait, pensa-t-elle, un peu à l'espoir. Elle ne vit pas la silhouette qui se tenait à la haute fenêtre de la grande salle, en train de regarder. Elle ne vit pas le grand homme à la cape sombre, la main pressée contre la vitre froide, ses yeux bleus profonds fixés sur la petite fille qui avait souri à un bonhomme de neige fait par une servante. Elle ne l'entendit pas dire très bas, à personne en particulier. Elle a souri. Et elle ne le vit pas se détourner de la fenêtre, les mains toujours pressées contre la vitre, la mâchoire serrée, comme s'il luttait contre quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis très longtemps. Cette nuit-là, quand Claire alla dans l'aile est pour récupérer le bol vide, elle le trouva plein d'eau propre, comme s'il avait été laissé dehors pour recueillir la neige. Et à côté, posée sur le seuil, se trouvait une petite pierre grise, pas bleue, pas blanche, grise, de la couleur du ciel d'hiver. Lily lui avait de nouveau laissé quelque chose, et cette fois, Claire ne savait pas ce que cela signifiait. Elle la ramassa quand même, la glissa dans sa poche et la tint dans sa paume tout le long du chemin jusqu'à son grenier. Elle ne savait pas que la femme à la grande cape se tenait dans l'ombre du couloir, la regardant partir. Et elle ne savait pas que la femme se tournait déjà, marchant déjà vers la grande salle, répétant déjà les mots qu'elle dirait au roi à propos de la nouvelle servante qui avait osé toucher sa fille. La grande salle était froide cette nuit-là, plus froide qu'elle n'aurait dû l'être avec le feu rugissant dans l'âtre. Edward se tenait le dos aux flammes, les mains jointes derrière lui, et il écoutait le rapport de Greta, avec un visage qui ne laissait rien paraître. La vieille nourrice avait été minutieuse. Elle parla du bonhomme de neige, de la servante accroupie dans la neige comme une enfant ordinaire, de la princesse attirée hors de ses appartements contre toutes les coutumes établies. Elle parla de Monsieur Moustache, de l'oreille recousue, du bol de soupe qui était apparu sur le seuil nuit après nuit, comme si la jeune fille essayait de nourrir un chat errant. Elle a outrepassé ses droits, monseigneur. Greta termina, la voix neutre. J'ai pensé que vous devriez le savoir. Edward ne se retourna pas. Il fixa le feu pendant un long moment, et il revit l'image qu'il avait essayé de chasser toute la soirée. Sa fille, les joues roses de froid, les mains couvertes de neige, la bouche courbée en quelque chose qui était presque... Non, pas presque. C'était un sourire, un vrai sourire. Le premier en 3 ans. « A-t-elle fait du mal à l'enfant » demanda-t-il, la voix basse. « Non, monseigneur, mais elle a... » L'a-t-elle effrayée? Greta hésita. « Non, monseigneur, mais elle n'a aucune formation, aucune compréhension de la cour. » Greta. Edward se tourna, et sa voix était calme, mais la vieille nourrice se tut immédiatement. « Vous avez servi cette maison pendant 30 ans. Je vous en remercie, mais je parlerai à la jeune fille moi-même. » Il la congédia d'un signe de tête et attendit que ses pas se soient évanouis dans le couloir avant de laisser échapper un souffle qu'il n'avait pas réalisé qu'il retenait. Il ne convoqua pas Claire dans la grande salle. Il ne voulait pas de la formalité des trônes et des titres entre eux. Au lieu de cela, il alla la voir. Il la trouva dans l'étroit couloir des serviteurs qui couraient derrière les cuisines, une bougie dans une main et une pile de linge pliée dans l'autre. Elle faillit tout laisser tomber quand elle le vit. « Monseigneur » souffla-t-elle, s'abaissant dans une révérence maladroite. Le linge vacilla.
Un morceau glissa du dessus, et elle le rattrapa contre sa poitrine avec son coude, le visage rouge. Je ne m'attendais pas. Marchez avec moi, dit Edward. Il n'attendit pas de réponse. Il se tourna et la conduisit dans le couloir, passant devant les cuisines, devant l'arrière-cuisine, jusqu'à ce qu'ils arrivent à une petite antichambre inutilisée qui donnait sur la cour intérieure. La neige avait cessé de tomber. Le ciel était clair et plein d'étoiles, et le bonhomme de neige se tenait en dessous d'eux, une forme pâle au clair de lune, son nez en carotte tordu mais fier. Edward s'arrêta à la fenêtre. Il ne la regarda pas. Il regarda le bonhomme de neige. « C'est vous qui avez construit ça, » dit-il. Ce n'était pas une question. « Avec elle, » dit Claire doucement. « Elle a choisi le nez. Elle ne voulait pas que je le mette de travers. » La mâchoire d'Edward se serra. Il se souvenait de la façon dont sa fille avait tendu la main, ses petites mains pressant la carotte sur le visage du bonhomme de neige, l'inclinant juste comme il faut. Il avait été trop loin pour l'entendre rire, mais il avait vu sa bouche bouger, et il avait vu Claire rire avec elle. Et quelque chose dans sa poitrine s'était fissuré comme la glace se brisant sur une rivière. « On vous a dit, » dit Edward lentement, « que personne ne s'approche d'elle, qu'elle doit être laissée seule. »« Oui, monseigneur. Et pourtant, vous y êtes allé quand même. » Claire resta silencieuse un moment. Quand elle parla, sa voix était petite, mais elle ne tremblait pas. Elle était seule, monseigneur. Edward se tourna pour la regarder. Puis il observa la robe reprisée, les mains gercées, la façon dont elle tenait le linge contre sa poitrine comme un bouclier. Elle n'était personne, une fille de village de Thornwood engagée pour frotter les sols et porter de l'eau. Elle n'avait ni rang, ni pouvoir, ni raison de se soucier de sa fille. Et pourtant, elle avait construit un bonhomme de neige. Elle avait recousu un lapin. Elle avait laissé de la soupe sur le seuil, nuit après nuit, sans rien demander en retour. « On me dit, » dit Edward, « que vous lui avez donné une pierre. » Claire cligna des yeux. « Une pierre, monseigneur ?»« La grise. Elle vous l'a laissée et vous l'avez gardée. » La main de Claire se dirigea instinctivement vers sa poche, où la petite pierre grise était chaude contre sa paume. « Oui, monseigneur. Elle me laisse des choses, des petites choses, une plume, un bout de ficelle. Et vous les gardez. »« Oui, monseigneur. »« Pourquoi ?» Claire leva les yeux vers lui, et pour la première fois, il n'y avait pas de peur dans ses yeux. Il n'y avait qu'une tendresse calme et têtue qui fit mal à la poitrine d'Edward, d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. « Parce que, dit-elle, quand quelqu'un vous donne quelque chose, même une petite chose, cela signifie qu'il pense à vous. Et je pense qu'elle n'a eu personne qui pense à elle depuis très longtemps. » Les mots restèrent suspendus entre eux dans l'air froid et immobile. Edward se retourna vers la fenêtre. Il regarda le bonhomme de neige, le nez tordu, les bras en neige grumeleuse que sa fille avait façonnés de ses propres mains. « Elle a souri, » dit-il si bas que Claire faillit ne pas l'entendre. « 3 ans. Elle n'a pas souri depuis 3 ans. Et aujourd'hui, elle a souri à un bonhomme de neige. »« Au bonhomme de neige, monseigneur, » dit Claire doucement. « Et à elle-même. Elle l'a fait. Elle en était fière. » Edward ferma les yeux. Quand il les rouvrit, ils étaient humides, bien qu'il l'aurait nié à quiconque le lui demanderait. « Demain, dit-il d'une voix rauque, vous irez dans ses appartements. Vous lui direz que son père aimerait voir le bonhomme de neige avec elle, depuis la fenêtre, si elle le souhaite. » Le souffle de Claire se coupa. « Monseigneur, ne la pressez pas, ne la forcez pas à parler. Dites-lui simplement cela. » Il fit une pause, et sa voix baissa encore plus. « Et si elle ne souhaite pas me voir, vous me le direz honnêtement, même si c'est ce que je ne veux pas entendre. »« Oui, monseigneur, » murmura Claire. Il la congédia alors, et elle fit une autre révérence. Elle était à mi-chemin de la porte quand elle s'arrêta. Elle se retourna, les mains toujours dans sa poche, et sortit la petite pierre grise. « Monseigneur, dit-elle, j'ai quelque chose à elle. Elle me l'a laissé. J'ai pensé que vous devriez le savoir. Je pense qu'elle essayait de me dire quelque chose avec. Mais je ne sais pas quoi. » Edward regarda la pierre. Elle était lisse et ronde, de la couleur du ciel d'hiver, et il la reconnut immédiatement. Il l'avait vue auparavant, des années plus tôt, dans la boîte à bijoux de sa femme. Elle avait collectionné des pierres de la rivière, lisses et parfaites, et elle les gardait dans une pochette en velours. Il n'avait pas pensé à cette pochette depuis 3 ans. « Gardez-la, dit-il, la voix épaisse. Elle vous l'a donnée. Elle est à vous maintenant. » Claire hocha la tête, glissa la pierre dans sa poche,
et le laissa debout à la fenêtre, regardant le bonhomme de neige au clair de lune. Elle n'alla pas directement à son grenier. Au lieu de cela, elle se rendit dans l'aile est, sa bougie vacillant dans le courant d'air, et s'arrêta devant la porte de Lily. Elle pouvait entendre l'enfant bouger à l'intérieur, un petit bruit agité comme un oiseau se déplaçant sur son perchoir. Elle frappa, doucement et rapidement. Le mouvement cessa. « Lily, dit-elle, pressant sa bouche contre la fente de la porte. « C'est moi, je voulais juste que tu saches. J'ai gardé la pierre, la grise. Je ne sais pas encore ce que ça veut dire, mais je l'ai gardée. » Il y eut une longue pause. Puis, si doucement que Claire faillit le manquer, elle entendit une petite main se presser contre l'autre côté de la porte. Claire pressa sa propre main contre le bois, paume contre paume, comme elle avait vu les mères le faire avec les enfants qui ne pouvaient pas dormir. « Bonne nuit, Lily, » murmura-t-elle. « Je serai là demain matin. » « Je ne vais nulle part. » Elle se tourna pour partir et avait fait 3 pas quand elle entendit la porte s'ouvrir derrière elle. Pas une fente, pas une fissure, ouverte de la largeur d'une main. Et Lily se tenait dans l'ouverture, ses cheveux sombres emmêlés, ses yeux grands et brillants à la lueur de la bougie. Elle ne parla pas, elle n'en avait pas besoin. Elle tendit la main et attrapa le bord de la manche de Claire entre ses petits doigts, et elle le tint juste un instant, juste assez longtemps pour que Claire comprenne. Puis elle lâcha prise, recula, et la porte se referma avec un léger déclic. Claire se tenait dans le couloir, la main pressée sur sa poitrine, le cœur si plein que ça faisait mal. Elle ne savait pas qu'Edward se tenait au fond du couloir, en train de regarder. Elle ne savait pas qu'il avait vu sa fille tendre la main, qu'il l'avait vu toucher un autre être humain de sa propre volonté, pour la première fois en 3 ans. Elle savait seulement que la pierre grise dans sa poche semblait chaude maintenant, chaude comme une main tenue dans la sienne, et que quelque part dans l'aile une petite fille dormait avec la main pressée à plat contre la porte, rêvant de bonshommes de neige, de nez tordu, et de quelqu'un qui avait promis de rester. Mabel trouva Claire à l'aube, debout dans l'embrasure de la cuisine avec une tasse de lait fumant dans les mains et une expression sur le visage qui disait qu'elle n'avait pas bien dormi. « Vous avez l'air d'une poule qui a couvé une pierre toute la nuit, » dit Mabel, sans méchanceté. « Qu'est-ce que c'est? Encore la fillette ?» Claire posa la tasse. Ses mains étaient stables, mais sa voix sortit plus petite qu'elle ne l'aurait voulu. « Le roi m'a demandé de lui dire quelque chose à propos du bonhomme de neige, à propos de le regarder depuis sa fenêtre. » Les sourcils de Mabel grimpèrent à mi-hauteur de son front. Elle prit un chiffon et commença à essuyer le même endroit sur la table encore et encore. Ce qui, Claire l'avait appris, était sa façon de réfléchir. « Il vous a demandé à vous? Pas à Greta? Pas à Aldrich? À vous? Oui. Eh bien. » Mabel posa le chiffon et regarda Claire avec quelque chose qui aurait pu être du respect ou de l'inquiétude. « Alors vous feriez mieux d'aller le lui dire avant que la journée ne soit trop avancée. Et attention, si elle ne veut pas l'entendre, ne la pressez pas. Laissez la porte ouverte et partez. » C'est comme ça que ça marche avec les enfants blessés. Claire hocha la tête. Elle prit le lait, traversa les froids couloirs de pierre jusqu'à l'aile est et s'arrêta devant la porte qu'elle connaissait maintenant mieux que toute autre dans le château. Elle frappa 2 fois, doucement. « C'est moi. Je t'ai apporté du lait chaud et quelque chose que ton père m'a demandé de te dire. » Silence. Puis après un long moment, le bruit de petits pieds sur le sol, et la porte s'ouvrit juste assez pour qu'un visage pâle et une paire d'yeux sombres apparaissent. Les cheveux de Lily étaient emmêlés par le sommeil. Elle portait une chemise de nuit trop grande pour elle, les manches retroussées 2 fois. Elle regarda la tasse, puis Claire, puis de nouveau la tasse. Claire s'accroupit pour qu'elle soit à la même hauteur. Elle tendit le lait, et Lily le prit à 2 mains, réchauffant ses doigts sur l'argile. « Ton père, » dit Claire avec précaution, « m'a demandé de te dire qu'il aimerait regarder le bonhomme de neige depuis sa fenêtre. Il a dit qu'il pense que c'est le meilleur bonhomme de neige qu'il ait jamais vu, et il aimerait le regarder un moment. Il m'a demandé de te demander si ce serait d'accord. » Les mains de Lily se resserrèrent autour de la tasse. Pendant un long moment, elle ne bougea pas, ne cligna pas des yeux. Puis, très lentement, elle hocha la tête. Claire laissa échapper un souffle qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle retenait. « Bien, c'est bien. Il regardera depuis sa fenêtre, et tu pourras être dans la cour. Et ce sera comme si vous étiez tous les deux là ensemble, juste à des endroits différents.
Elle ne dit pas que c'était la première fois en 3 ans qu'Edward demandait à regarder quelque chose que sa fille avait fait. Elle ne dit pas que son propre cœur battait si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles. Elle sourit simplement, glissa une mèche de cheveux rebelles derrière l'oreille de Lily et se leva. « Viens, je vais t'aider à t'habiller. Il fait froid dehors, et tu auras besoin de ta cape chaude. » 1 heure plus tard, Claire se tenait dans la cour avec Lily à ses côtés. Toutes deux tapaient des pieds contre le froid matinal. Le bonhomme de neige se tenait dans un coin de la cour, légèrement de travers, avec un nez tordu et 2 yeux en bouton qui étaient là depuis la veille après-midi. Les yeux de Lily dérivaient sans cesse vers le mur du château, vers la rangée de fenêtres qui donnait sur la cour. Claire suivit son regard et vit, dans la 3e fenêtre à partir de la gauche, une grande ombre se tenant très immobile. Edward était là. Il avait tiré le rideau juste assez pour voir dehors, et il les regardait. Claire ne fit pas de signe. Elle ne pointa pas du doigt. Elle s'agenouilla simplement à côté de Lily, ramassa une poignée de neige et commença à la tasser en boule. « Faisons-lui un ami, » dit-elle. Il a l'air seul, tout seul. Lily la regarda un moment, puis elle s'accroupit aussi et commença à tasser la neige avec ses mains gantées. Elles travaillèrent en silence pendant un long moment. Claire roulant la base, Lily tassant le milieu, toutes deux ajoutant de la neige là où elle semblait fine. L'ombre à la fenêtre ne bougea pas. Elle resta à regarder, tandis que le 2e bonhomme de neige prenait forme. Quand ce fut terminé, Claire recula pour l'admirer. « Voilà, dit-elle. Maintenant, il a de la compagnie. Personne ne devrait être seul dans la neige. » Lily regarda les 2 bonshommes de neige puis la fenêtre. L'ombre avait légèrement bougé, et elle vit une main se lever et se presser contre la vitre. Elle leva sa propre main, petite et gantée, et la pressa contre l'air dans la même direction. Ce n'était pas tout à fait un signe de la main. Ce n'était pas tout à fait quelque chose. Mais l'ombre ne s'éloigna pas. Claire sentit quelque chose de chaud derrière ses yeux. Elle le repoussa en clignant des yeux et dit, la voix un peu rauque, « Je pense qu'il t'a vu. Je pense qu'il est content. » Le reste de la matinée se passa tranquillement. Claire aida Lily à se brosser les cheveux, l'aida à manger un bol de porridge qu'elle finit pour la première fois depuis des jours, et s'assit avec elle près du feu pendant qu'elle dessinait avec un morceau de charbon de bois sur un bout de parchemin. Lily dessina une forme que Claire reconnut après un moment. Elle-même, avec une natte et un sourire. Puis, à côté, elle dessina une forme plus grande avec une couronne et une forme plus petite avec une jupe. Elle le regarda pendant un long moment, puis ajouta soigneusement une 4e forme, une petite silhouette avec une chemise de nuit et un lapin sous le bras. Claire ne demanda pas ce que cela signifiait. Elle dit simplement, « C'est un beau dessin. Puis-je le garder ?» Lily hésita. Puis elle le plia soigneusement, le pressa dans la paume de Claire et referma les doigts de Claire dessus avec ses petites mains froides. Claire le glissa dans la poche de son tablier, près de son cœur. « Merci, dit-elle. Je le garderai en sécurité. » Greta les trouva cet après-midi-là dans le couloir devant la chambre de Lily. Le visage de la femme plus âgée était pincé de désapprobation. Elle se tenait les bras croisés, bloquant le passage étroit, et regarda Claire comme on regarde une mauvaise herbe qui a poussé dans un jardin soigneusement entretenu. « Vous avez beaucoup de culot, » dit Greta, la voix basse et tranchante. « Vous vous promenez dans ce château comme si vous étiez chez vous. Cet enfant n'est pas à vous, c'est la fille du roi, et vous êtes une servante qui est ici depuis à peine 1 semaine. » Claire s'arrêta. Elle savait que cela allait arriver. Elle avait vu la façon dont Greta la surveillait, comme un faucon surveille une souris. Elle garda sa voix égale. « Je n'ai pas oublié qui elle est. Je n'essaye pas de prendre votre place. Alors pourquoi continuez-vous à vous approcher d'elle ?» Les yeux de Greta se plissèrent. Elle allait bien avant votre arrivée. Elle restait dans sa chambre. Elle ne causait pas de problème. Elle ne faisait pas en sorte que le roi la regarde avec cette tristesse dans les yeux. Et maintenant, vous la faites courir dans la neige, dessiner, se comporter comme une enfant normale. Vous semez le trouble. Et je n'aime pas ça. Claire sentit une bouffée de colère, chaude et rapide. Elle la ravala. « C'est une enfant normale, » dit-elle doucement. « Elle a juste été blessée. Ce n'est pas la même chose que d'être brisée. » Greta fit un bruit de mépris. « Vous croyez la connaître ? Je m'occupe de cette fillette depuis la mort de sa mère. Je l'ai vue ne pas dire un seul mot pendant 3 ans. Vous la connaissez depuis 1 semaine. Ne me faites pas la leçon sur ce qu'elle est.
Elle s'écarta, mais juste assez pour que Claire puisse passer. « Je vous surveille, dit-elle. Et d'autres aussi. Un faux pas, et vous serez hors de ce château avant de pouvoir faire vos bagages. » Claire soutint son regard. Elle ne recula pas, mais elle ne discuta pas non plus. Elle dit simplement « C'est votre droit », et passa devant elle, le cœur battant. Ce soir-là, Claire se tenait dans l'embrasure de la grande salle, regardant Edward de l'autre côté de la pièce. Il était assis à la longue table, une coupe de vin à la main, fixant le feu. Il avait l'air plus vieux qu'hier, les rides autour de ses yeux plus profondes, le gris de ses cheveux plus prononcé. Elle faillit se détourner, mais il leva les yeux. Leurs regards se croisèrent, et elle vit quelque chose sur son visage qu'elle n'attendait pas. De l'hésitation, presque de la vulnérabilité. Elle s'approcha. Elle ne fit pas de révérence car elle n'avait jamais vraiment appris à le faire, et il ne semblait pas s'y attendre. Elle s'arrêta à quelques pas de la table et dit « Elle vous a vu à la fenêtre. Elle vous a vu regarder. » La main d'Edward se resserra sur sa coupe. « Je sais. » Elle a levé la main, dit Claire. Elle l'a pressée contre l'air, vers vous. Je pense qu'elle essayait de dire qu'elle vous voyait aussi. Il ne dit rien pendant un long moment. Puis il posa la coupe très lentement et la regarda avec ses yeux bleus profonds qui avaient tant vu et si peu fait confiance. A-t-elle souri? Non, admit Claire, mais elle ne s'est pas détournée non plus. Edward hocha la tête. C'était un petit mouvement, à peine perceptible, mais Claire vit la tension dans ses épaules se relâcher. Juste un peu. Vous lui avez dit que je regarderais depuis la fenêtre, dit-il. Elle a accepté. Oui, et elle a fait un dessin de nous trois. Claire cligna des yeux. Comment avez-vous? J'ai aussi des fenêtres du côté est. Il le dit sans ironie, sans excuse. Je l'ai vu vous tendre le papier. Je l'ai vu le plier. Claire sentit la chaleur monter à ses joues. Elle n'avait pas su qu'il regardait d'aussi près. Elle vous a dessiné avec une couronne, dit-elle, un peu sur la défensive. Et sa mère n'y est pas. Edward devint très immobile. Le feu crépita dans le silence. Puis il reprit sa coupe, but une longue gorgée et la reposa avec un bruit sourd. Sa mère est partie depuis 3 ans, dit-il, la voix rauque. Peut-être est-il temps qu'elle arrête de la dessiner. Claire voulait dire que ce n'était pas Lily qui devait arrêter de dessiner sa mère. C'était Edward qui devait arrêter de se cacher de son souvenir. Mais elle ne le dit pas. Elle avait appris au cours de la semaine passée que certaines choses ne pouvaient pas être dites directement. Elles devaient être laissées à l'air libre, comme du lait sur un rebord de fenêtre, pour que quelqu'un les prenne quand il serait prêt. « Je l'amènerai de nouveau dans la cour demain », dit-elle doucement. « Si la neige tient, vous êtes le bienvenu pour regarder depuis la fenêtre. » Edward la regarda pendant un long moment. Puis, à sa surprise, il dit « Peut-être que je regarderai depuis la porte, à la place. » Le souffle de Claire se coupa. C'était une petite chose, un tout petit pas, mais c'était la première fois qu'il parlait d'être près de sa fille sans y être poussé. « Ce serait bien, » dit-elle. Elle aimerait ça. Elle se tourna pour partir, mais sa voix l'arrêta. « Claire. » Elle se retourna. « Merci, » dit-il. C'étaient 2 mots, calmes et rauques, comme s'il avait dû les forcer à passer une porte qui était verrouillée depuis des années. Pour l'avoir aidé, pour ne pas avoir abandonné. Claire sourit, doucement et chaleureusement. « Elle vaut la peine qu'on n'abandonne pas, » dit-elle. « Vous aussi. » Elle partit avant qu'il ne puisse répondre, marchant rapidement dans le couloir froid, le cœur plein à craquer. Elle ne vit pas Edward se rasseoir dans son fauteuil, fixer le feu et presser sa main sur ses yeux. Elle ne l'entendit pas murmurer, très bas. « Eleanor, je pense qu'elle va s'en sortir. » Mais elle le sentit. Elle le sentit dans l'air, dans la chaleur qui semblait se répandre à travers le froid château de pierre, dans la façon dont les ombres semblaient un peu moins sombres que la veille. Le matin arriva, gris et froid, le genre de matin qui faisait paraître les pierres du château plus vieilles qu'elles ne l'étaient. Edward se tenait dans le couloir devant la chambre de sa fille, une main posée sur le cadre de la porte, son souffle formant de la buée dans l'air glacial. Il avait eu l'intention d'ouvrir la porte. Il était là depuis avant que les serviteurs ne commencent leur ronde matinale, se disant que c'était le jour. Mais sa main ne voulait pas passer du cadre à la poignée. Derrière cette porte, Lily se réveillerait à un autre matin gris, et il n'avait aucune idée de ce qu'elle verrait en levant les yeux. Il avait promis à Claire qu'il regarderait depuis la porte. Il n'avait pas promis qu'il entrerait. Il y avait une différence, et il s'y accrochait comme un homme qui se noie s'accroche à un débris.
Il pressa la paume de sa main à plat contre le bois, comme s'il pouvait sentir la chaleur de sa respiration à travers. « Lily, murmura-t-il, si bas que même lui pouvait à peine l'entendre. Je suis là, je suis juste là. » Il n'ouvrit pas la porte, mais il ne partit pas non plus. Il resta là jusqu'à ce que la lumière du matin s'infiltre par les fenêtres du couloir et que le bruit des pas lui dise que le château se réveillait. Puis il se tourna et s'éloigna, portant le poids de sa propre lâcheté comme une pierre dans sa poitrine. Greta trouva Mabel dans le garde-manger, triant des herbes séchées avec la précision d'une femme qui faisait la même tâche depuis 30 ans. La vieille intendante ne leva pas les yeux quand la porte s'ouvrit, mais ses mains s'arrêtèrent une fraction de seconde. « Greta », dit Mabel d'un ton neutre, celui de quelqu'un qui savait déjà ce qui allait arriver. « Vous êtes levé tôt. » « Je n'ai pas pu dormir. » Greta ferma la porte derrière elle, un peu trop fermement. Pas tant que cette fille erre encore dans le château, comme si elle en était la propriétaire. Mabel prit un brin de romarin et le tint à la lumière, examinant les feuilles avec un soin exagéré. « De quelle fille s'agit-il? » « Vous savez très bien de quelle fille il s'agit. » La voix de Greta était tendue, tranchante comme une lame tirée trop vite. « Cette servante, Claire. Elle a rempli la tête de la petite demoiselle de toutes sortes de bêtises. Je l'ai vue à la fenêtre, faisant des signes comme une artiste de rue. Je l'ai vue laisser des choses à la porte. Elle outrepasse sa place, et quelqu'un doit l'arrêter. » Mabel posa le romarin et se tourna enfin pour faire face à l'autre femme. Son visage était illisible, un masque buriné par des années de service. « Et qu'a-t-elle fait exactement qui nuit à l'enfant » demanda-t-elle, sa voix douce, mais avec une pointe que seuls ceux qui la connaissaient bien reconnaîtraient. Greta hésita un instant. Elle lui met des idées en tête. L'enfant a recommencé à dessiner. Des images de Jean, du roi, d'elle-même avec cette fille. « Est-ce un crime » demanda Mabel. J'avais l'impression que dessiner était un passe-temps inoffensif pour une enfant seule. Le visage de Greta se crispa. « Vous la protégez. »« Je protège la paix de cette maison, » dit Mabel, sa voix se raffermissant. « Et je vous rappelle que la petite demoiselle n'a pas dit un mot en 3 ans. Pas un seul. Si une servante peut la faire dessiner, peut-être qu'une servante fait quelque chose que nous avons tous échoué à faire. » La bouche de Greta s'ouvrit, puis se referma. Pendant un long moment, les deux femmes se firent face dans le garde-manger, l'air épais d'accusations tacites. Puis Greta redressa les épaules. « Je porterai cette affaire au roi lui-même s'il le faut. L'enfant est sous ma responsabilité. J'ai le devoir de la protéger de ceux qui voudraient l'influencer. »« Faites ce que vous devez faire, » dit Mabel, en se retournant vers ses herbes. « Mais je vais vous dire ce que je vous ai dit il y a 30 ans, quand vous êtes arrivés dans ce château. Un moineau bavard ne survit pas à l'hiver. Choisissez vos batailles avec soin. » Greta partit sans un autre mot, mais la porte ne se referma pas doucement derrière elle. Elle claqua assez fort pour faire vibrer les bocaux sur les étagères. Mabel resta très immobile pendant un long moment, fixant la porte fermée. Puis elle reprit son romarin et continua à trier, les mains stables, le cœur lourd. Claire n'entendit parler de la visite de Greta que ce soir-là, quand Mabel la trouva dans l'arrière-cuisine, en train de récurer des marmites avec la concentration d'une fille, essayant de garder ses mains occupées. « Jeune fille » dit Mabel, et le mot était plus doux que d'habitude. « Vous vous êtes fait une ennemie. » Claire leva les yeux, l'eau dégoulinant de ses doigts. « Greta » Mabel hocha la tête. « Elle est venue me voir ce matin, avec le ventre plein de plaintes à votre sujet. Elle dit que vous remplissez la tête de la petite demoiselle de bêtises. Elle dit que vous outrepassez vos droits. » Claire s'essuya les mains sur son tablier. Lentement, délibérément. « Que lui avez-vous dit ?»« Je lui ai dit que la petite demoiselle n'a pas parlé depuis 3 ans, et que si vous pouvez la faire dessiner, peut-être que vous faites quelque chose que le reste d'entre nous a échoué à faire. » Mabel fit une pause. « Mais Greta n'est pas le genre de femme qui abandonne facilement. Elle a dit qu'elle irait voir le roi. » L'estomac de Claire se serra. Le fera-t-elle? Je ne sais pas. Mabel s'approcha et, pendant un instant, son extérieur bourru se fissura un peu. « Je suis dans ce château depuis longtemps, jeune fille. J'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu de bonnes personnes brisées par de mauvaises paroles et de mauvaises personnes élevées par la chance. Je ne sais pas ce que le roi fera quand Greta lui parlera, mais je sais ceci. Vous n'avez rien fait de mal. Ne la laissez pas vous faire oublier ça. » Claire hocha la tête, la gorge serrée.
Merci, Mabel. Ne me remerciez pas. Soyez juste prudente. Mabel se tourna pour partir, puis s'arrêta à la porte. Et si vous comptez continuer à laisser de la soupe chaude à la fenêtre de la petite demoiselle la nuit, utilisez au moins un pot plus chaud. Celui que vous utilisez refroidit trop vite. Claire cligna des yeux. Comment saviez-vous pour ça? Mabel renifla. Je sais tout ce qui se passe dans ce château, jeune fille. C'est moi qui commande le bois de chauffage. Elle partit, la porte se refermant derrière elle, et Claire resta seule avec la vapeur, le silence et la peur grandissante dans sa poitrine. Cette nuit-là, le château s'installa dans son calme hivernal habituel. Les serviteurs se retirèrent dans leur quartier. Les gardes prirent leur poste, et les couloirs tombèrent dans l'ombre. Claire attendit que la dernière bougie soit éteinte, et que le dernier pas se soit évanoui. Puis elle se glissa hors de son lit étroit, et enfila son châle. Elle portait le pot de soupe qu'elle avait préparé plus tôt, enveloppé dans un linge pour le garder au chaud. C'était une petite chose, une chose humble, mais c'était devenu son rituel nocturne. Un bol de chaleur laissé à une fenêtre, un petit signe que quelqu'un se souvenait. Elle ne savait pas si Lily le trouvait un jour, si le pot était vidé, ou s'il restait intact jusqu'au matin. Elle le faisait quand même parce que c'était la seule chose qu'elle savait faire. Le couloir devant la chambre de Lily était sombre, éclairé seulement par une seule torche qui vacillait dans son support, projetant de longues ombres sur la pierre. Claire se déplaçait silencieusement, ses pas légers sur le sol froid, son souffle s'enroulant dans l'air. Elle atteignit la fenêtre, posa le pot, et était sur le point de se détourner quand une voix parla depuis les ombres. « Vous faites ça tous les soirs ». Elle se figea. Son cœur bondit dans sa gorge, et elle se retourna, la main sur sa poitrine. Edward sortit de l'ombre, son visage à moitié éclairé par la lumière de la torche. Il ne portait pas son armure ou sa cape habituelle, juste une simple tunique et un lourd manteau, ses cheveux gris en désordre, comme s'il s'était passé les mains dedans. Il avait l'air fatigué, plus fatigué qu'elle ne l'avait jamais vu. « Monseigneur » souffla-t-elle, s'abaissant dans une rapide révérence. « Je ne voulais pas, j'étais juste, vous laissiez de la soupe pour ma fille. » Il le dit simplement, sans jugement, comme s'il l'avait observé le faire depuis longtemps et n'avait choisi de parler que maintenant. Les joues de Claire rougirent. « Oui, il fait froid la nuit. Les fenêtres du couloir laissent passer des courants d'air. Je pensais qu'elle pourrait... Je ne sais pas. Je pensais qu'elle aimerait quelque chose de chaud. » Edward resta silencieux un long moment. La torche vacillait entre eux, projetant des ombres dansantes sur son visage. « Pourquoi ?» demanda-t-il, et sa voix était rauque, presque brute. « Pourquoi faites-vous ça? Vous êtes une servante. Vous récurez des marmites et videz des cheminées. Vous n'avez aucun devoir envers ma fille. Aucune obligation. Et pourtant, vous laissez de la soupe à sa fenêtre. Vous construisez des bonshommes de neige avec elle. Vous lui donnez des pierres et vous lui chantez dans le noir. Pourquoi? » Claire baissa les yeux sur ses mains enveloppées dans son châle. Son cœur battait si fort qu'elle pensait qu'il devait l'entendre. « Parce que je sais ce que c'est, » dit-elle doucement. « D'être seule dont personne ne s'approche. J'ai perdu ma mère quand j'étais jeune. Je me souviens de ce que ça faisait d'être assise dans une pièce pleine de gens et de sentir que personne ne pouvait me voir. Je me souviens d'avoir souhaité que quelqu'un, n'importe qui, s'arrête et me regarde. Juste me regarde. » Elle leva les yeux et son regard croisa le sien. « Je fais ça parce qu'elle mérite d'être vue. Et je pensais que peut-être, si je continuais à laisser de la chaleur à sa fenêtre, elle saurait que quelqu'un la voit, même si ce n'est qu'un bol de soupe. » Edward la fixa. La lumière de la torche éclaira ses yeux, et pendant un instant, elle vit quelque chose y vaciller, quelque chose de brut et de sans défense, comme une porte s'ouvrant juste d'une fente. « Je sais ce que c'est, » dit-il, et sa voix était si basse qu'elle faillit le manquer. De perdre quelqu'un. De s'asseoir dans une pièce pleine de gens et de sentir que personne ne peut vous voir. Le silence s'étira entre eux, lourd et fragile, comme un fil trop tendu. Puis Edward fit un pas en avant, non pas vers elle, mais vers la fenêtre. Il baissa les yeux sur le pot de soupe qu'elle avait laissé là, encore chaud, encore enveloppé dans son linge. « Elle ne parle pas, » dit-il, presque pour lui-même. « Elle n'a pas parlé depuis 3 ans. Je pensais qu'elle me détestait. Je pensais que je l'avais perdue pour toujours. »« Elle ne vous déteste pas, » dit Claire doucement. «
Elle est juste blessée, et la blessure prend du temps à guérir. Mais elle peut guérir, je l'ai vu. Edward la regarda, et pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. Puis il dit, « Demain matin, j'irai à sa porte, pas à la fenêtre. Je me tiendrai à sa porte. » Le cœur de Claire se gonfla. « C'est un bon premier pas, monseigneur. Me laissera-t-elle entrer ?» demanda-t-il. Et la question était si brute, si vulnérable, qu'elle la brisa presque. « Je ne sais pas, dit-elle honnêtement. Mais elle vous verra là, et c'est ce qui compte. Elle verra que vous êtes venu. » Edward hocha lentement la tête. Il regarda le pot de soupe, puis de nouveau elle. « Merci, dit-il, de ne pas avoir abandonné, de ne pas m'avoir abandonné. » Claire sourit, doucement et chaleureusement. « Vous valez la peine qu'on n'abandonne pas, monseigneur. Vous deux. » Elle fit une révérence et se tourna pour partir, mais sa voix l'arrêta une fois de plus. « Claire. » Elle se retourna. « Votre mère, dit-il. Comment s'appelait-elle » La question la prit au dépourvu. Elle cligna des yeux, et pendant un instant, la vieille douleur remonta dans sa poitrine. « Margaret, dit-elle. Elle s'appelait Margaret. »« Margaret, répéta Edward, comme pour le mémoriser. Elle a élevé une bonne fille. » Les yeux de Claire piquèrent. Elle baissa la tête, incapable de parler, et s'éloigna rapidement dans le couloir sombre, le cœur plein à craquer. Derrière elle, Edward se tenait seul à la lueur de la torche, regardant le pot de soupe, la chaleur s'élevant encore en fines volutes de vapeur. Il ne bougea pas pendant un long moment, puis il se pencha, ramassa le pot et l'emporta avec lui en s'éloignant, une petite chaleur contre le froid de la nuit. Le matin arriva, gris et froid, le genre de matin d'hiver qui faisait paraître les pierres du château plus vieilles qu'elles ne l'étaient. Edward se tenait dans le couloir devant la porte de sa fille, comme il l'avait promis à Claire. Sa main plana au-dessus du loquet en fer, et il pouvait entendre les légers bruits de mouvement à l'intérieur, le grincement d'un lit, le bruit de petits pieds. Il s'était tenu ici de nombreuses fois au cours des 3 dernières années. Toujours, il s'était détourné avant de frapper. Toujours, la culpabilité avait été plus lourde que le besoin. Mais ce matin, il se souvint de la voix de Claire dans le couloir sombre, parce qu'elle espérait aussi que quelqu'un s'arrêterait pour elle. Il laissa ses doigts reposer contre le bois, sans vraiment frapper, juste en touchant, comme pour dire « Je suis là ». « Lily, dit-il, la voix basse et rauque, je ne vais nulle part aujourd'hui. Je serai dans la grande salle si tu as besoin de moi. » Il n'y eut pas de réponse. Il n'y en avait jamais. Mais pour la première fois, il ne s'éloigna pas immédiatement. Il resta là, comptant ses respirations jusqu'à ce que le silence ne ressemble plus à un mur. Puis il se tourna et se dirigea vers la grande salle, ses bottes résonnant contre la pierre. La matinée passa dans un tourbillon de pétitions et de registres. Edward signa des commandes de bois de chauffage et de grains, écouta un différend entre 2 fermiers et approuva la réparation d'un pont qui s'était effondré lors de la première neige. Pendant tout ce temps, son esprit revenait sans cesse à la petite silhouette dans la chambre, à la façon dont Claire l'avait regardé la nuit dernière, comme si elle croyait vraiment qu'il pouvait être le père dont sa fille avait besoin. Il était presque midi quand Greta apparut devant sa table, le visage pincé et déterminé. Elle fit une révérence, mais ses yeux étaient durs. « Monseigneur, dit-elle, je dois vous parler de la nouvelle servante. » Edward posa sa plume. « Celle qui a recousu le lapin de ma fille. » La bouche de Greta se crispa. « Celle-là, oui. Elle a outrepassé sa place. Elle visite la chambre de la jeune demoiselle sans permission. Elle apporte de la nourriture et des babioles. Elle remplit la tête de l'enfant de bêtises sur l'amitié et le courage. » Edward se pencha en arrière dans son fauteuil, étudiant la vieille nourrice. Greta était avec Lily depuis sa naissance, et il faisait confiance à son jugement. Mais quelque chose dans son ton le dérangeait. « Quel mal a-t-elle fait » demanda-t-il doucement. Greta hésita. « La jeune demoiselle est fragile, monseigneur. Elle n'a pas parlé depuis 3 ans. Cette fille, cette paysanne, elle perturbe l'ordre prudent que nous avons établi. Je demande la permission de déplacer la jeune demoiselle dans la tour nord, où elle pourra se rétablir en paix. » La tour nord. Freud, isolée, plus loin de lui qu'elle ne l'était déjà. « Non, dit Edward. Greta cligna des yeux. « Monseigneur, non, répéta-t-il, la voix plus dure. Ma fille reste où elle est, et la servante ne doit pas être dérangée. » Le visage de Greta rougit.
Elle ouvrit la bouche, puis la referma, et fit une révérence raide. « Comme vous l'ordonnez, monseigneur. » Elle partit sans un autre mot, et Edward fixa la porte pendant un long moment, surpris par la force de son propre refus. Il ne comprenait pas entièrement pourquoi il avait défendu Claire. Il savait seulement que lorsque Greta avait parlé d'elle comme d'une paysanne, quelque chose dans sa poitrine s'était enflammé de protection. Ce soir-là, la neige recommença à tomber, épaisse et silencieuse. Edward dîna seul dans ses appartements. Le feu crépitait doucement. Il venait de se verser une coupe de vin chaud quand on frappa vivement à la porte. C'était Sir Aldrich, le visage pâle. « Monseigneur, dit le chevalier, c'est la jeune demoiselle. Elle a de la fièvre, une forte fièvre. » La coupe d'Edward tomba sur la table, le vin se répandant sur le bois. Il n'attendit pas sa cape. Il courait déjà, ses bottes martelant le couloir de pierre, son cœur battant comme un tambour sauvage dans sa poitrine. Il fit irruption dans la chambre de Lily, pour trouver Claire déjà là, agenouillée près du lit, pressant un linge frais sur le front de l'enfant. Le visage de Lily était rouge, sa respiration courte et haletante. Le lapin était à côté d'elle, son oreille recousue de travers, et dans sa petite main, elle serrait la pierre blanche que Claire lui avait donnée. « Elle a de la fièvre depuis le crépuscule, » dit Claire sans lever les yeux. « J'ai envoyé chercher la guérisseuse. Elle devrait être là bientôt. » Edward s'agenouilla de l'autre côté du lit, tendant la main vers sa fille. Sa peau était brûlante. Pendant un instant, le monde se rétrécit à la petite silhouette sur le lit, au son de sa respiration laborieuse. « Lily !» murmura-t-il. « Lily, je suis là, papa est là !» Et puis, pour la première fois en 3 ans, elle parla. « Maman !» souffla-t-elle, la voix fine et désespérée. « Maman, ne pars pas. S'il te plaît, ne me quitte pas. » La main d'Edward se figea. Le mot le transperça comme une lame. Il regarda Claire, et elle soutint son regard, ses yeux remplis de larmes qu'elle ne laissait pas couler. « Elle rêve, » dit Claire doucement. « Elle est revenue à ce moment-là. » La gorge d'Edward se noua. Il n'avait jamais demandé ce que sa fille avait vu cette nuit-là. Il avait eu trop peur de la réponse. Mais maintenant, la réponse sortait d'elle en murmure fiévreux, et il ne pouvait pas se détourner. « Je lui tenais la main, » murmura Lily, le front plissé. « Je la tenais si fort, mais elle s'est échappée. Elle s'est échappée, et je n'ai pas pu la retenir. » Un sanglot déchira la poitrine d'Edward. Il inclina la tête sur la main de sa fille, les épaules secouées. Ce n'était pas sa faute, suffoqua-t-il. Ce n'a jamais été sa faute. Claire contourna le lit, s'agenouillant à côté de lui. Elle posa une main sur son bras, douce mais ferme. « Elle a besoin de vous entendre le dire, » dit-elle. « Quand elle se réveillera, elle aura besoin de vous entendre le dire. » Edward leva la tête, son visage ravagé par le chagrin. « Et si elle se réveille, et que la fièvre lui a de nouveau pris la voix, et si j'ai attendu trop longtemps ?» Claire le regarda, et il n'y avait pas de pitié dans ses yeux, seulement une certitude féroce et tranquille. « Alors vous le direz à nouveau demain, et le jour d'après. Vous le direz jusqu'à ce qu'elle le croie. » La guérisseuse arriva alors, une femme âgée aux mains stables et à la sacoche en cuir. Elle les fit reculer tous les deux, examinant l'enfant avec une efficacité bien rodée. Edward se tenait impuissant près de la fenêtre, regardant la neige tomber derrière la vitre, tandis que Claire restait au pied du lit, une présence silencieuse. La guérisseuse travailla toute la nuit, appliquant des compresses et forçant une tisane amère entre les lèvres gercées de Lily. Edward ne bougea pas de sa place près de la fenêtre. Il regarda le visage de sa fille, regarda la rougeur s'estomper lentement, regarda sa respiration se calmer. À un moment donné, Claire vint se tenir à côté de lui. « Elle va s'en sortir, » dit-elle. « Elle est forte. » Edward secoua lentement la tête. « Je ne connais pas sa force. Je n'ai pas été là pour la voir. » Claire resta silencieuse un moment, puis elle dit « Vous êtes là maintenant. » C'est ce qui compte. Il se tourna pour la regarder, et dans la faible lueur du feu, il vit l'épuisement sur son visage, les taches de suie sur son tablier, la façon dont elle se tenait droite par pure volonté. « Pourquoi faites-vous ça ?» demanda-t-il, la voix rauque. « Pourquoi vous souciez-vous autant, pour une enfant qui n'est pas la vôtre ?» Claire soutint son regard. « Parce que quelqu'un s'est arrêté pour moi un jour, » dit-elle. « Quand j'étais petite et perdue, quelqu'un s'est arrêté et ça a tout changé. » Elle n'en dit pas plus, et il ne demanda pas. Ils se tinrent ensemble dans le silence, veillant sur l'enfant,
Et pour la première fois, Edward sentit les murs autour de son cœur commencer à se fissurer. Près de l'aube, la fièvre de Lily tomba. La guérisseuse la déclara hors de danger et partit en promettant de revenir à midi. Claire s'affaissa de soulagement, s'enfonçant dans une chaise près du lit. Edward s'agenouilla de nouveau, prenant la main de sa fille. Elle était pâle mais paisible, sa respiration régulière, le lapin niché sous son bras. « Lily, murmura-t-il, je vais ouvrir le jardin, celui que ta mère aimait. Je vais laisser la lumière entrer à nouveau. » Il ne savait pas si elle pouvait l'entendre, mais il le dit quand même. Les mots étaient une promesse, un vœu, un commencement. Derrière lui, Claire posa une main sur son épaule. Il leva la sienne et la recouvrit, et pendant un long moment, ils restèrent ainsi. 3 personnes brisées dans une pièce silencieuse, attendant l'aube. Le matin arriva lentement, gris et froid, le soleil luttant pour dépasser les lourds nuages. Dans le calme de la chambre de la malade, Claire regarda la première lumière pâle toucher le rebord de la fenêtre, et elle eut l'impression que le monde entier avait retenu son souffle avec eux. Lily dormait toujours, son visage paisible maintenant, le lapin niché sous son bras. La guérisseuse était venue et repartie avant le lever du soleil, déclarant la fièvre tombée et le danger passé. Edward n'avait pas bougé de la chaise à côté du lit. Sa main reposait sur les couvertures près de l'épaule de sa fille, comme s'il avait peur de la toucher. Peur qu'elle ne disparaisse s'il le faisait. Claire se leva et versa une tasse d'eau de la carafe. Elle la posa sur la petite table près du lit, à portée de main, pour quand Lily se réveillerait. Puis elle s'agenouilla à côté de la chaise d'Edward, la voix basse. « Mon Seigneur, » dit-elle doucement, « le jardin, vous le lui avez promis. » Il la regarda, et pendant un instant, elle vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu dans les yeux du roi Alpha auparavant. Il avait l'air effrayé. Pas de la bataille, pas d'un ennemi, mais d'un petit lopin de terre derrière une porte verrouillée et des mots qui pourraient l'y attendre. « Je n'ai pas ouvert cette porte depuis 3 ans, dit-il. Je ne sais pas ce que je vais trouver. Alors laissez-moi venir avec vous, dit Claire. Vous n'avez pas à y faire face seul. » Il resta silencieux un long moment, puis il hocha la tête et se leva. Et ensemble, ils sortirent de la chambre de la malade, descendirent le long couloir vers l'aile est du château, où une lourde porte en chêne avait été scellée avec des bandes de fer et un cadenas de la taille du poing d'un homme. La clé était accrochée à un crochet dans le bureau privé d'Edward, où elle était restée intacte pendant 3 ans. Il la décrocha maintenant, la retournant dans sa paume, et Claire vit que sa main tremblait. « J'ai planté ces roses moi-même, » dit-il doucement. Éléanore les aimait. Elle disait qu'un jardin était le seul endroit où elle pouvait s'entendre penser. Quand elle est partie, je ne pouvais pas supporter de les regarder. Alors j'ai verrouillé la porte et je me suis dit que c'était pour garder les souvenirs à l'extérieur. Mais ça a aussi gardé la lumière à l'extérieur, dit Claire. Il la regarda, et quelque chose dans ses yeux s'adoucit. Oui, dit-il, c'est vrai. Ils marchèrent jusqu'à l'aile est. Sir Aldrich suivait à quelques pas derrière, silencieux comme toujours. La porte en chêne se trouvait au bout d'un couloir étroit, la poussière s'accumulant sur son cadre. Personne n'était passé par là depuis des années. Les serviteurs avaient appris à l'éviter, et le château avait appris à l'oublier. Edward inséra la clé dans la serrure. Elle tourna avec un gémissement, comme si le métal lui-même était réticent à laisser entrer le passé. Le cadenas tomba, et il poussa la porte. Le jardin n'était pas mort. Ce fut la première chose que Claire remarqua, et cela lui serra le cœur. Les rosiers avaient poussé à l'état sauvage, s'emmêlant sur les murs de pierre et grimpant sur le vieux treillis. Les mauvaises herbes avaient envahi les sentiers, et la fontaine au centre était à sec depuis longtemps. Mais les roses étaient toujours là, têtues et vivantes. Leurs feuilles devenaient bronze avec l'arrivée de l'hiver. Quelques fleurs courageuses s'accrochaient aux branches. Edward se tenait dans l'embrasure de la porte, et il ne bougeait pas. Il fixait le jardin comme s'il avait été frappé, et Claire vit sa mâchoire se serrer, ses yeux brillaient de larmes non versées. « Elle s'asseyait ici, dit-il, la voix rauque, sur ce banc près de la fontaine. Elle lisait à Lily, et je sortais et je les trouvais toutes les deux endormies au soleil, le livre ouvert sur ses genoux. Et je me disais, voilà à quoi ressemble la paix, voilà à quoi ressemble une vie. » Il s'avança, ses bottes craquant sur les feuilles sèches. Claire le suivit,
gardant quelques pas de distance, lui laissant l'espace de se souvenir. Au pied du banc, à moitié enterrée dans les feuilles mortes, se trouvait une petite boîte en bois. Elle était usée et grise, ses charnières rouillées. Mais elle avait été placée avec soin, délibérément, comme si quelqu'un avait voulu qu'elle soit trouvée. Edward s'agenouilla et la ramassa. Ses mains tremblaient en soulevant le couvercle. À l'intérieur, enveloppée dans un morceau de soie bleue, se trouvait une lettre. Le papier était jauni par le temps. L'encre était passée, mais l'écriture était claire et élégante, les lettres légèrement inégales, comme écrites par une main qui s'affaiblissait déjà. Edward la lut en silence. Claire regarda son visage changer. Les rides autour de ses yeux se creusaient. Le chagrin montait comme une marée. Quand il eut fini, il inclina la tête, et un son lui échappa, bas et rauque, comme le dernier souffle d'un animal blessé. « Edward », dit Claire doucement, utilisant son nom pour la première fois. Elle s'agenouilla à côté de lui et posa une main sur son bras. « Qu'est-ce qu'elle dit ?» Il ne répondit pas tout de suite. Il lui tendit la lettre et elle la prit avec précaution, lisant les mots passés. « Mon très cher Edward, si tu lis ceci, alors je suis parti, et je suis désolé. Pas de partir, car ce ne fut jamais mon choix, mais pour les mots que je n'ai pas dits quand je le pouvais encore. Ne blâme pas Lily. Je sais que les chuchotements ont déjà commencé, les mots cruels sur l'enfant qui a apporté la mort à la porte de sa mère. Je le sais parce que je les ai entendus, et j'ai pleuré pour elle. Elle me tenait la main quand je suis parti, ma courageuse petite fille, mon cœur. Elle ne m'a pas enlevé à ce monde. Elle m'a donné le seul cadeau qui comptait, le cadeau d'être aimé jusqu'à la toute fin. J'écris ceci pour que tu saches la vérité et pour que tu la lui dises, quand elle sera assez grande pour comprendre. Il n'y a pas de malédiction sur elle, pas d'ombre qui la suit. Elle est une enfant de lumière, et elle l'a toujours été. Lily ne parlera pas. J'ai vu cela venir dans la façon dont elle se retire, dans la façon dont elle serre son lapin et ne dit rien. Elle pense qu'elle m'a laissé tomber. Elle pense que ses petites mains auraient pu me retenir à ce monde, si seulement elle avait essayé plus fort. Ce n'est pas vrai, Edward. Ce n'a jamais été vrai. Mais elle ne me croira pas parce que je suis parti. Elle aura besoin que tu le lui dises. Elle aura besoin que tu la serres dans tes bras et que tu lui dises qu'elle n'est pas une malédiction, qu'elle ne l'a jamais été, que sa mère l'aimait au-delà de toute mesure et que je suis fier de la femme qu'elle deviendra. S'il te plaît, mon amour, ouvre le jardin. Laisse la lumière entrer à nouveau. Laisse notre fille voir que même les endroits que nous fermons à clé peuvent refleurir. Je t'aime. Je t'ai aimé dès le premier instant où tu es entré dans la roseraie et que tu m'as dit que tu n'avais jamais rien vu d'aussi beau. Et j'étais trop timide pour te dire que j'avais l'intention de t'embrasser avant la fin de l'été. Je t'attendrai quand tu seras prêt. Je veillerai sur notre fille et je ne me reposerai pas tant que je ne la verrai pas sourire. À toi pour toujours, Éléanore. Claire finit de lire et ses propres yeux se remplirent de larmes. Elle leva les yeux vers Edward, qui était assis par terre maintenant, la lettre serrée dans ses deux mains, ses épaules secouées de sanglots silencieux. Elle savait, dit-il, la voix brisée. Elle savait que Lily ne parlerait pas, et elle savait que je m'enfermerais, et elle croyait quand même que je trouverais ça. Elle croyait que je reviendrais. Elle te connaissait, dit Claire doucement. Elle connaissait l'homme que tu es, pas celui que tu es devenu quand tu étais en deuil. Et elle avait raison, Edward. Tu es revenu. Il la regarda, et il y avait quelque chose de brut et d'ouvert dans ses yeux. Une blessure qui avait enfin été percée. Le poison autorisé à s'écouler. Je dois le dire à Lily, dit-il. Je dois tout lui dire. Je dois lui faire comprendre. Alors allons-y, dit Claire. Elle t'attend. Ils retournèrent au château, la lettre en sécurité dans la poche d'Edward, sa main maintenant stable. Quand ils atteignirent la chambre de la malade, la porte était légèrement entr'ouverte, et Claire entendit un petit bruit de l'intérieur. Une voix d'enfant, douce et incertaine. « Papa » Edward s'arrêta, comme s'il avait été changé en pierre. Le mot resta suspendu dans l'air, petit et fragile. Le premier mot que sa fille avait prononcé en 3 ans. Et ce n'était pas maman, c'était lui. C'était le nom qu'elle lui donnait. C'était papa. Il poussa la porte, et elle était là, assise dans son lit, pâle mais éveillée, ses cheveux sombres emmêlés, le lapin serré contre sa poitrine. Ses yeux étaient grands et effrayés. Et quand elle le vit, sa lèvre trembla. « Papa » dit-elle de nouveau, et cette fois c'était une question, une supplique. « Es-tu fâché contre moi »
Edward traversa la pièce en 3 enjambées et s'agenouilla près du lit, prenant son visage dans ses mains, ses pouces essuyant les larmes de ses joues. « Non, Lily, dit-il, la voix épaisse d'émotion. Je ne suis pas fâché. Je n'ai jamais été fâché contre toi. J'étais fâché contre moi-même, de ne pas avoir été là, de ne pas avoir vu, de t'avoir laissé seul quand tu avais le plus besoin de moi. J'ai essayé de tenir la main de maman, murmura Lily. J'ai essayé si fort, mais elle a lâché, papa. Elle a lâché, et je n'ai pas pu la rattraper. Non, ma chérie, non. Edward l'a pris dans ses bras, la tenant comme si elle était la chose la plus précieuse au monde, parce qu'elle l'était. Elle n'a pas lâché. Elle était fatiguée et elle devait partir. Mais elle t'aimait de chaque souffle qu'elle avait. Elle t'aimait tellement qu'elle a écrit une lettre pour toi, pour que tu saches toujours. Il sortit la lettre de sa poche et la lui tendit. Lily la regarda, puis lui, puis Claire, qui se tenait dans l'embrasure de la porte, des larmes coulant sur son visage. « Claire », dit Lily, et le son de son nom sur les lèvres de l'enfant était comme de la musique. « Tu es revenue ?»« Bien sûr que je suis revenue, » dit Claire, la voix épaisse. « Je te l'ai dit, n'est-ce pas? Je suis là. » Lily tendit une petite main et Claire traversa la pièce et la prit, s'agenouillant à côté d'Edward, de sorte qu'ils étaient tous les 3 ensemble. « Lis-la-moi, papa, » dit Lily. « Lis-moi la lettre de maman. » Et donc Edward lut. Sa voix était rauque et brisée au début, mais elle se stabilisa au fur et à mesure. Et Lily écoutait, sa petite main serrant celle de Claire, ses yeux fixés sur le visage de son père. Quand il arriva à la partie sur le jardin, sur le fait de laisser la lumière entrer à nouveau, elle sourit, un petit sourire larmoyant, et elle regarda Claire. « Je suis une enfant de lumière, » murmura Lily. « Tu as entendu ça, Claire? Maman a dit que je suis une enfant de lumière. »« J'ai entendu, » dit Claire, et elle serra la petite main dans la sienne. Et elle avait raison. Tu l'es. Lily se tourna et enroula ses bras autour du cou de son père, enfouissant son visage dans son épaule. « Je t'aime, papa, » dit-elle. « Je n'ai jamais arrêté. J'ai juste oublié comment le dire. » Edward la serra, et les larmes qu'il avait retenues pendant 3 ans coulèrent enfin. « Je t'aime aussi, Lily, » dit-il. « Je n'ai jamais arrêté non plus, et je suis tellement désolé d'avoir mis si longtemps à me souvenir comment le dire. » Ils restèrent ainsi pendant un long moment, tous les 3, tandis que la lumière d'hiver s'infiltrait sur le sol et que le feu crépitait dans l'âtre, et que dehors, la neige recommençait à tomber, douce et silencieuse, recouvrant le monde de blanc. La neige fondit lentement cette année-là, comme si l'hiver lui-même était réticent à lâcher le château qu'il avait si fermement tenu. Mais le printemps arriva quand même, comme il le fait toujours, se faufilant à travers les fissures du sol gelé et les branches nues des arbres du verger. Au moment où les premiers crocus sortirent leurs têtes violettes de la terre, près de la porte de la cuisine, tout le château de Blackmore sembla laisser échapper un souffle qu'il retenait depuis très longtemps. Claire trouva Lily dans la cour, un matin qui sentait la terre humide et l'herbe nouvelle. La fillette était accroupie près de la vieille fontaine en pierre, ses doigts traçant la mousse qui avait poussé épaisse le long de son bord. Monsieur Moustache était appuyé contre son genou, son oreille recousue captant la pâle lumière du soleil. « Tu es levé tôt, » dit Claire, s'asseyant sur le bord de la fontaine à côté d'elle. Lily ne leva pas les yeux, mais sa voix sortit douce et claire, comme elle l'avait fait chaque jour depuis la nuit de la lettre. Je voulais voir si le jardin était vraiment ouvert. Claire suivit son regard jusqu'à la grille en fer, à l'autre bout de la cour. Elle était entr'ouverte de quelques centimètres, et au-delà, les ombres enchevêtrées du vieux jardin de roses attendaient dans la lumière du matin. Elle avait vu Edward franchir cette grille à l'aube, seul, portant une paire de cisailles et une longueur de corde. « Il l'a ouvert avant même que la neige ait fini de fondre, » dit Claire. « Je l'ai vu ici avec une pelle, dégageant le chemin lui-même. » Lily hocha lentement la tête. « Il m'a dit que je pouvais y aller quand je voulais. Il a dit que maman voulait que ce soit à nouveau un endroit pour faire pousser des choses. » Cela ressemble à quelque chose que ta maman aurait voulu. La fillette resta silencieuse un moment, puis elle dit « Viendras-tu avec moi ?» Claire sentit quelque chose de chaud se répandre dans sa poitrine. Elle tendit la main et Lily la prit sans hésiter. Ensemble, elles traversèrent la cour, leurs pas laissant de faibles empreintes dans l'herbe humide de rosée. Et ensemble, elles poussèrent la grille en fer
et entrèrent dans le jardin, qui avait été fermé à clé pendant 3 ans. C'était un désordre, bien sûr. Les rosiers avaient poussé à l'état sauvage et s'étaient emmêlés, leurs cannes épineuses s'étendant comme des mains avides. Le chemin de pierre était fissuré et envahi par les mauvaises herbes. Le petit banc près de la fontaine centrale s'était effondré d'un côté, son bois gris de pourriture. Mais il y avait des pousses vertes qui sortaient du sol, et l'air était épais de l'odeur de la terre humide et de quelque chose de doux et d'optimiste. Edward était à genoux près du mur du fond, les mains noires de terre, démêlant soigneusement un rosier grimpant d'une masse de ronces mortes. Il leva les yeux quand il les entendit, et Claire vit quelque chose sur son visage qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Pas le roi Alpha, pas le veuf en deuil, mais un homme simplement au travail, faisant quelque chose qu'il avait choisi de faire. « Papa !» dit Lily, et elle lâcha la main de Claire et courut vers lui. Edward la rattrapa dans ses bras, riant un peu. Un son si rare que Claire sentit son propre souffle se couper. « Attention, petite, les épines sont encore pointues. »« Je sais, » dit Lily, enroulant ses bras autour de son cou. « Tu me l'as dit, mais je voulais aider. » Edward regarda par-dessus l'épaule de sa fille vers Claire, et ses yeux contenaient un remerciement silencieux qui n'avait pas besoin de mots. Il se redressa, soulevant facilement Lily avec lui, et désigna le jardin autour d'eux. « Qu'en penses-tu » demanda-t-il. « Un vrai désordre, n'est-ce pas ?»« C'est magnifique » dit Lily, et elle le pensait. Claire s'approcha, passant ses doigts sur l'écorce rugueuse d'un vieil pommier qui avait survécu à la négligence. « Il a juste besoin que quelqu'un s'en occupe, » dit-elle. « C'est tout ce dont n'importe quoi a vraiment besoin. » Edward hocha lentement la tête, et pendant un moment, ils se tinrent tous les trois ensemble dans le jardin en ruine, entourés par la promesse de croissance. Puis il posa Lily et lui tendit une petite truelle. « Tiens, » dit-il, « tu peux creuser les trous pour la nouvelle lavande. J'apporterai les boutures de la serre. » Lily prit la truelle à 2 mains, le visage illuminé par la détermination. « Claire peut aider aussi. » Edward jeta un coup d'œil à Claire, et il y avait une douceur dans ses yeux qui fit chavirer son cœur. « Si elle le veut, » dit-il. « Mais je pensais qu'elle préférerait peut-être faire du thé. » Claire rit, un son surpris qui l'étonna même elle. « Je peux faire les deux, » dit-elle. « Je ferai du thé, et ensuite j'aiderai avec la lavande. » La matinée passa dans un brouillard de soleil chaud et de bon travail. Claire apporta un plateau de tasses rempli de thé épicé, et ils le burent, assis sur le bord du banc effondré, qu'Edward avait calé avec une pile de pierres plates. Lily creusa des trous avec plus d'enthousiasme que de précision, et Edward lui montra patiemment comment ameublir le sol et planter les racines en douceur. À midi, Mabel apparut à la grille du jardin, avec un panier de pain et de fromage. Elle jeta un coup d'œil aux trois, boueux et content, et secoua la tête avec un sourire ironique. « Je n'aurais jamais pensé voir ce jour, » dit-elle. Le roi Alpha à genoux dans la terre, et la petite princesse avec plus de boue sur le visage qu'un cochon dans une soue. Lily gloussa, un son qui adoucit le visage bourru de Mabel. « Ce n'est pas de la boue, Mabel. C'est de la terre de jardin, » a dit papa. « Ah, eh bien alors, c'est la meilleure terre de jardin de tout Fenwick, » dit Mabel en posant le panier. « J'ai apporté un peu de ma tisane pour les adultes, quelque chose pour soulager les courbatures après toutes ces flexions. » Edward prit une tasse avec gratitude, et Claire regarda lui et Mabel échanger un regard de compréhension silencieuse. La vieille intendante était au château depuis 40 ans, avait vu 3 rois et d'innombrables hivers, et elle savait mieux que quiconque ce que signifiait de voir ce jardin particulier ouvert à nouveau. « Greta s'est installée au domaine du Nord, » dit Mabel, la voix baissant. « L'intendant là-bas est strict, mais juste. Elle ne dérangera plus personne. » Edward hocha la tête, sa mâchoire se crispant brièvement. « Bien, je ne la veux pas près de Lily. » Claire ne dit rien, mais elle sentit un poids se lever de ses épaules. La cruauté de la vieille nourrice avait été une ombre sur le château pendant si longtemps, et maintenant elle était simplement partie, expédiée dans un coin lointain où elle ne pourrait plus faire de mal. L'après-midi apporta plus de travail et plus de rire. Sir Aldrich apparut à la grille, soi-disant pour faire un rapport sur le programme des patrouilles, mais Claire remarqua qu'il avait une petite pochette de poissons séchés à la main. Il fit semblant de ne pas voir le chat tigré qui était apparu sur le mur du jardin, le regardant avec des yeux ambrés. « Tu ferais aussi bien d'entrer et de le nourrir correctement, » dit Edward. Et il y avait une chaleur dans sa voix qui n'était pas là il y a 3 mois.
Personne ne s'opposera à un chat dans le jardin. Sir Aldrich parut presque embarrassé, mais il franchit la grille et s'accroupit, tendant un morceau de poisson. Le chat sauta du mur et se frotta contre ses jambes, ronronnant assez fort pour que même Lily rit. « Il s'appelle Bartholomew », dit Sir Aldrich d'un ton bourru. « Il vit dans les écuries depuis des années. »« Bartholomew est un beau nom », dit Lily en s'accroupissant pour caresser le dos gris du chat. « Il a l'air d'un Bartholomew. » Le chat, comme pour confirmer le jugement, s'assit et commença à se laver le visage avec une grande dignité. Même Sir Aldrich esquissa un sourire. Le soir, le jardin avait commencé à prendre forme. Les pires ronds s'étaient enlevés. Le chemin était balayé, et une douzaine de boutures de lavande se tenaient en rangée nette, leurs racines bien installées dans le sol. Edward ramena Lily au château sur ses épaules, sa tête tombant de l'agréable épuisement d'une journée bien remplie, et Claire suivit derrière, ses mains sentant la terre et la menthe. Ils soupèrent dans le petit salon, pas dans la grande salle, parce que Lily l'avait demandé ainsi. Un simple repas de soupe et de pain mangé près du feu, avec les fenêtres ouvertes sur l'air du soir. Le soleil se couchait tard maintenant, peignant le ciel de nuances de rose et d'or, et les oiseaux chantaient leur chant du soir dans les arbres à l'extérieur. Quand la vaisselle fut débarrassée, et que Lily eut été baignée et vêtue de sa chemise de nuit, elle vint à Claire avec quelque chose tenu soigneusement dans ses deux mains. « Je veux te montrer quelque chose, » dit-elle, et elle ouvrit ses paumes. Là, nichée dans ses petites mains, se trouvait la pierre blanche et ronde que Claire lui avait donnée, et Monsieur Moustache, son oreille recousue douce d'usure. « Je vais les mettre sur le rebord de la fenêtre, » dit Lily, « pour qu'ils puissent veiller sur moi la nuit. La pierre et Monsieur Moustache, ensemble. » Claire sentit sa gorge se serrer. Elle s'agenouilla pour que ses yeux soient au niveau de ceux de la fillette. « Cela semble être une excellente idée, » dit-elle. « Ils se tiendront compagnie. » Lily la regarda pendant un long moment, puis elle s'avança et enroula ses bras autour du cou de Claire, pressant son petit visage contre l'épaule de Claire. « Merci, » murmura-t-elle, « de ne pas avoir eu peur de moi. » Claire la serra, sentant sa petite chaleur, la confiance qui avait grandi si lentement et si sûrement. « Je n'ai jamais eu peur de toi, Lily. J'avais seulement peur de ne pas pouvoir aider. »« Tu as aidé, » dit Lily. « Tu m'as aidé à me souvenir comment parler, et tu as aidé papa à se souvenir comment être mon papa. » De l'embrasure de la porte vint un son doux. Claire leva les yeux pour voir Edward se tenant là, sa main reposant sur le cadre de la porte, ses yeux brillants de larmes non versées. Il ne parla pas, mais il n'en avait pas besoin. L'expression de son visage disait tout. Plus tard, après que Lily se fut endormie, avec la pierre et le lapin sur le rebord de la fenêtre à côté de son lit, Edward et Claire s'assirent ensemble dans le jardin, enveloppés dans des capes contre l'air frais de la nuit. La lune se levait, ronde et argentée, et l'odeur de la terre nouvelle montait autour d'eux. « Elle va s'en sortir, » dit Claire doucement. Edward resta silencieux un long moment. Puis il dit, « J'ai passé 3 ans à croire que je l'avais abandonnée, que j'avais brisé quelque chose qui ne pourrait jamais être réparé. » Il se tourna pour la regarder, ses yeux bleus profonds, captant le clair de lune. « Je l'ai abandonnée, mais ce n'était pas irréparable, et c'est grâce à toi. » Claire secoua la tête. « Je n'ai fait que ce que n'importe qui aurait fait. »« Non, » dit Edward, et sa voix était ferme. « Personne d'autre ne l'a fait. Personne d'autre n'osait même s'approcher d'elle. Vous êtes entré dans la tempête quand tout le monde restait à l'intérieur. Vous lui avez donné une pierre, vous avez réparé son lapin, et vous vous êtes assise avec elle dans la neige, quand elle ne pouvait pas vous dire un mot. Il tendit la main, et sa main se referma sur la sienne, chaude et rugueuse du travail de la journée. Ce n'est pas rien, Claire, c'est tout. Elle ne savait pas quoi dire, alors elle tint simplement sa main dans l'obscurité, et ils s'assirent ensemble dans le jardin qui avait été mort, et qui était maintenant à nouveau vivant, regardant la lune monter plus haut au-dessus des murs du château. Le printemps s'installa sur Blackmore comme une couverture. Le jardin fleurit par vagues. D'abord les crocus, puis les jonquilles, puis les premiers bourgeons timides sur les rosiers. Lily s'occupait de sa lavande avec un dévouement féroce, et elle apprit à dire bonjour au cuisinier et bonsoir aux garçons d'écurie, sa voix devenant plus forte chaque jour. Elle avait encore des moments de silence, des jours où le souvenir de sa mère pesait sur elle comme une pierre, mais elle avait appris à laisser Claire s'asseoir à côté d'elle dans ces moments-là.
et elle avait appris à laisser son père lui tenir la main. Et par un après-midi chaud, lorsque le pommier éclata en fleurs blanches, Claire trouva Edward debout sous lui, regardant les pétales tomber comme de la neige. « Ma femme aimait cet arbre, dit-il. Elle disait que le printemps était la façon de Dieu de s'excuser pour l'hiver. » Claire se tint à côté de lui, regardant les pétales tomber. « On dirait que c'était une femme sage. Elle l'était, dit Edward, et j'ai perdu 3 ans à avoir trop peur de m'en souvenir. » Il se tourna vers elle, et il y avait quelque chose d'ouvert et de vulnérable sur son visage qu'elle n'avait jamais vu auparavant. « Je ne veux plus perdre de temps, Claire. Je veux vivre. Je veux être un père pour ma fille. Et je veux que tu fasses partie de cette vie, de la manière que tu voudras bien de nous. » Le cœur de Claire se gonfla, et elle tendit la main et prit la sienne, la même main qui avait tenu la sienne dans le jardin cette première nuit de printemps. « Je ne vais nulle part, dit-elle. Je vous l'ai promis. Souvenez-vous, je suis là. » Ils se tinrent ensemble sous le pommier, et les pétales tombèrent autour d'eux comme de la neige. Et quelque part dans le château, une petite fille riait, et le chat Bartholomew se prélassait au soleil sur le mur du jardin, et le monde était chaud, plein et entier. Cela avait pris beaucoup de temps, et il avait fallu une fille courageuse avec une pierre blanche et un lapin cassé. Et il avait fallu un père qui a finalement appris à ouvrir son cœur. Mais le jardin était ouvert maintenant, et il ne serait plus jamais fermé à clé. Parfois, la glace la plus épaisse n'est pas fondue par le feu, mais par les actes de gentillesse les plus discrets. Claire a prouvé qu'un cœur courageux et doux peut guérir même les plus brisés. Et vous, auriez-vous osé frapper à cette porte interdite? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous.